Eh ben, tout d'abord, un grand merci à Liliane et à tous ceux qui œuvrent auprès d'elle, parce que je sais qu'elle n'est pas seule et qu'elle a des aides formidables autour d'elle, pour ce lieu qui, moi, m'a inspiré, comme dans les contes de fées ou les quêtes du Graal, qui est un lieu magique qui apparaîtrait au dernier moment, à des instants très précis, et il faudrait vite y aller à ce moment-là, avant qu'il ne disparaisse. Et quand je viens chez Liliane, ça me fait cet effet-là, où je me retrouve dans ce lieu de paix, d'harmonie. Et donc, merci à tous ceux qui contribuent à faire de ce lieu un lieu vraiment apaisant, reposant et ressourçant. Et je pense que c'est grâce non seulement à toute l'équipe, mais aussi à tous ceux qui passent ici pour apporter leur petite pierre à ce lieu qui est magnifique. Je rebondis là-dessus, dans les lieux magiques de ces contes d'antan, tu sais, c'est difficile à trouver parfois. Et il se trouve que venir à Cara, des fois, c'est pas si simple. Enfin, au début, en tout cas, la chicane de Ville-la-Grande, la douane, etc. Puis après, prendre à gauche, puis à gauche, puis le petit truc juste après. Bon, maintenant, on trouve le chemin. Mais au début, c'était comme ces lieux magiques, effectivement, protégés du temps, dans une sorte un autre temps, in illo tempore, en ce temps-là. Il était une fois. Et comme protégé un petit peu du monde extérieur par l'ensemble de ce qui est entonné, célébré collectivement. Et pour moi, le thème d'aujourd'hui, par exemple, est extrêmement déstabilisant, parce qu'il vient toucher à l'intime. Or, c'est quelque chose que je souhaite protéger. Parce que dans des temps que nous vivons, où tout est panoptique, où l'ensemble des gens sont en train de se regarder les uns les autres, en train de danser devant un miroir, je pense que cet élément-là de la famille, de l'intime, au fond, est extrêmement précieux. Et je me suis posé la question quand Liliane nous a demandé de parler ça, est-ce que j'accepte ou pas? Et c'est Carole, je sais, ouais. Et je me suis souvenu qu'on avait rencontré, Jean-Dominique, Carole et moi, en Bretagne, un chef indien de Lakota, qui nous avait dit, quand les hommes sont convoqués à parler, ils doivent parler. Quand les femmes, on leur demande de parler, elles répondent si elles veulent. Et autant parler sur les vaccins ARN, la corruption systémique, Becoming Brigitte, tout ça. Pour moi, c'est pas très compliqué. Je pourrais discourir dessus et en faire un objet à distance qui serait au fond assez maîtrisé et où mon cœur battrait moins au commencement d'une conférence sur ces sujets-là. Alors que quand on vient toucher au couple l'année dernière, ou à cette question de la parentalité de l'enfant, je me dis, je suis déjà tellement à la masse, en tant que parent et que père, qu'est-ce que je peux bien raconter? Parce que ça paraît extrêmement banal. Et au fond, c'est dans ce banal-là que sont les choses les plus précieuses. Les plus précieuses qu'on n'a pas envie d'abîmer. Donc aujourd'hui, moi je vais essayer de transmettre simplement un témoignage, une envie de partager, comme le début d'un dialogue. Liliane avait organisé il y a quelques années des dialogues en mortalité sur la question de la mort. Là, peut-être, ce serait intéressant d'initier des dialogues en parentalité, dans ce moment où la famille est particulièrement mise à mal. Je reviendrai là-dessus. Mais au fond, cet espace-là est particulièrement attaqué. On va essayer de comprendre pourquoi. Oui, c'est donc un témoignage en toute humilité, vous l'aurez compris. Le but était surtout, quand on a eu l'idée de cette conférence, c'est Liliane qui voulait qu'on revienne et qui m'a demandé un sujet, donc je me suis dit, après le couple, les enfants, forcément, c'est dans l'histoire naturelle des choses. Et pour moi, vous savez que c'est pas facile de parler et de parler en conférence, donc c'est surtout pour Liliane et son lieu magique que je le fais, parce qu'ici je me sens en sécurité, sinon je ne pourrais pas le faire. Donc je te remercie, mais ce que je voulais dire, oui, c'est juste un témoignage, et que j'avais envie j'avais l'envie de donner aux gens, de vivre l'aventure d'être parents. Alors après, forcément, vu le public qu'on a, qui est souvent âgé, je me suis dit que c'était pas forcément le bon thème. Il faut y retourner là. Donc c'était peut-être à eux de me donner envie d'être grands-parents, mais... Et voilà, j'espère qu'il y aura des jeunes qui écouteront peut-être cette conférence et que ça leur donnera envie de s'aventurer sur ce chemin de la parentalité. D'autant que Christiane Singer le dit, mais on est tous les enfants d'une longue chaîne d'amants et d'amantes. On porte au milieu du ventre une marque qui fait qu'on ne peut pas nier qu'à un moment on a été à l'intérieur du ventre d'une maman, quand elle a été connectée par un cordon ombilical. Et au fond, si on n'est pas tous parents, on a tous été enfants.
Et je crois que la grande aventure, c'est d'oser être un enfant. Il faut être fou furieux pour oser venir dans une famille comme la nôtre, la vôtre. C'est vraiment, on se dit, les enfants sont des aventuriers téméraires pour oser ce passage à travers la Terre en n'étant pas complètement sûr de qui va les encadrer. Et ça va être un petit peu le propos de cette conférence aussi, de voir à quel point nous avons appris à travers la venue des enfants et nous continuons d'apprendre. Et donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce qu'on va essayer de vous partager est évidemment évolutif. Peut-être que dans 10 ans, on vous dira non, c'est complètement gouré, enfin, c'était pas du tout ça qu'il fallait comprendre. Parce que on n'a pas encore été confronté à tous les moments multiples de l'enfant et de ce qui vient frotter, gratter à l'intérieur de nous, poncer à frottement dur, vous savez, cette expression que j'utilise souvent, gratter notre ego jusqu'au fil. Peut-être jusqu'au fil de la merveille, comme dirait Christiane Singer aussi. Donc voilà, c'est une expérience universelle que d'être enfant. Et par contre, on va parler du fait d'être parent. Et je me souvenais d'une citation de Maïmonide, qui est un pédagogue juif qui a inspiré de nombreuses pédagogies. Mais il y a des écoles aujourd'hui confessionnelles juives qui s'appellent Maïmonide ou Yavne. Et Maïmonide avait dit « On ne devrait pas pouvoir prétendre à une charge publique si on n'a pas été père ». C'est une phrase lourde, hein. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Parce que peut-être c'est très patriarcal, père ou mère, c'est d'autres temps. Mais je crois qu'il essaye de signifier qu'au fond, on ne devrait pas se préoccuper de plus large si déjà on a du mal à se préoccuper de soi, du couple, de la famille, à se projeter dans une temporalité autre que celle de ce que deviendront les enfants. Et puis si on n'a pas eu l'ego rincé par tout ce qui va se passer par l'épreuve des enfants. Et puis, ça me paraissait frapper au coin du bon sens. Et puis, ces dernières années, j'ai entrevu que beaucoup de gens s'étaient mis en mouvement qui n'avaient pas eu d'enfants. Beaucoup de gens ont résisté, se sont assemblés et ont commencé à travailler d'arrache-pied pour protéger les enfants des autres. Et ça m'a surpris. J'ai vu de très nombreuses personnes dire « je le fais pour tes enfants et pour les enfants des autres ». Alors même que certains parents, eux, étaient complètement passés à côté, avaient laissé leurs enfants être masqués, parfois poussé leurs enfants à être vaccinés, et avaient comme raté le train. Et donc, il me semble que la parentalité est une proposition, un rendez-vous qui est donné, mais est-ce qu'on arrive à l'attraper ? Ça, c'est une autre histoire. Et que par ailleurs, il y a plein d'autres fécondités au monde et plein d'autres façons de se frotter à des choses qui, à mon avis, sont assez similaires à la parentalité. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de donner quelques leçons que ce soit, mais de partager une expérience qui peut-être peut aussi être commentée par ceux qui ont été enfants et qui n'ont pas été parents. Et pourquoi ils n'ont pas été parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prégnant. Vous savez qu'il y a tout un mouvement chez les jeunes qui est « no kid ». On ne veut pas d'enfants dans ce monde de merde. On ne veut pas faire subir ça à quelqu'un, quoi. Oui, puis pour être au contact des jeunes dans mon métier, souvent il y a une grosse anxiété par rapport à devenir parent, puisque ils se doutent bien que c'est un énorme bouleversement. Mais nous-mêmes, dans notre expérience, on n'a pas choisi volontairement le moment ou l'instant où on aurait des enfants. Vous savez, il y en a qui prévoient tel jour, telle heure presque, je deviendrai parent, j'aurai l'enfant, il y a la chambre est prête, etc. Donc nous, on a vécu ça de façon plus insouciante, on va dire. Et donc, la parentalité nous est tombée un peu un jour dessus. Donc, à l'époque, on devait partir, on avait fini nos études et on n'avait pas de métier. Et ce qui fait qu'on avait décidé de partir 6 mois faire un tour de la Méditerranée en bateau. Et nous avions donc rendu nos appartements, on avait fait nos cartons, on avait tout remis chez nos parents et on n'avait plus pour habiter que le voilier sur lequel nous devions partir. Et puis c'est quelques jours avant de partir que j'ai dit à Louis, écoute, je crois que je suis enceinte. Donc là, branle-bas de combat, on a trouvé un copain qui a bien confirmé la grossesse et s'est posé la question... c'est une double aventure. Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on reste ? Que fait-on ? Donc, à l'anxiété de devenir parent s'ajoutait en plus le devenir. Qu'allons-nous faire pendant cette grossesse et vivions-nous l'aventure ? Finalement, on a décidé de vivre les 2 aventures en même temps. Je ne sais pas si c'était une bonne idée à la fin. C'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Et c'est comme ça qu'a retenti l'appel. Donc... Ouais, vous entendez à travers ce que dit Carole, l'appel héroïque.
comme chez Joseph Campbell, qui décrit le héros aux 1000 visages. Et ce héros aux 1000 visages est dans une situation initiale où tout va bien, il file le parfait amour avec sa douce, et il va partir en voyage au bout du monde, réalisant ses rêves de découvrir le monde, d'aller jusqu'en Turquie, en Grèce, etc. Bon, on est allé jusqu'à Malte, au plus loin, quoi. Puis, et cet appel, le héros ne veut pas l'entendre au départ. Et ça a été mon cas. C'est quoi cette histoire? Non, on part en bateau quand même. T'es sûr? Est-ce que c'est vraiment le moment? Moi, j'ai envie de voir ma maman. J'ai envie de discuter avec elle. J'ai envie de discuter avec ma grand-mère. J'ai envie de faire un nid parce que là, on n'a nulle part où habiter. Non, on part en bateau. On part en bateau, c'est ça l'aventure. Alors, j'avais 2 équipiers, un passager clandestin, qui paraissait tranquillement le mousse caché au fin fond du tonneau, quoi. Et puis Carole. Et il se trouve que Carole a décidé d'avoir les nausées du premier trimestre. Non, ça s'est pas passé exactement comme ça, parce que moi aussi j'étais dans un déni complet. Parce que quand même, gentiment, certaines personnes de notre entourage nous avaient prévenus en disant non mais vous n'allez pas partir, tu vas avoir les nausées du premier trimestre, ça va être terrible, etc. Et effectivement, j'étais peut-être aussi un peu dans le déni de l'appel, et j'avais dit non, mais tout ça c'est dans la tête, jamais j'aurai de nausées, je ne serai pas malade, si on décide que la grossesse est complètement physiologique, il ne se passera absolument rien. Et évidemment, dès la première semaine, j'ai été malade comme un chien. Je n'ai rien pu faire sur le bateau, donc Louis s'est retrouvé sans coéquipier, mais avec une femme, un passager clandestin, malade au fond d'un lit. Au fond de la cabine du capitaine. Mais pourquoi est-ce qu'on vous raconte ça? Probablement parce que ces nausées du premier trimestre, comme la placentation, comme beaucoup de choses qui se passent au moment où arrive cette petite chose où l'âme s'incarne, il y a un conflit immunitaire. Il y a quelque chose qui se passe. Comment un être étranger peut survivre à l'intérieur d'un autre être? C'est une sorte de miracle étrange. Tout en restant lui-même, tout en étant l'autre, tout en étant dépendant pour se nourrir, pour s'oxygéner, pour se décarboxyler. Et vous savez qu'au moment de la placentation, cet organe étrange qui vient s'interposer entre la maman et le fœtus, se jouent des phénomènes immunitaires, d'immunotolérance extrêmement complexes. Et un de ces phénomènes va persister toute la vie, et on l'appelle le microchimérisme. Peut-être tu peux nous dire un mot du microchimérisme, parce que je vais l'opposer exactement au projet sociétal de parentectomie. Et je vais vous dire ce que c'est que le projet de parentectomie après qu'on ait parlé du microchimérisme. Le microchimérisme, c'est le fait que toute la vie de l'enfant, il aura dans son sang des cellules de sa mère, et inversement, la mère aura toute sa vie des cellules de son enfant qui vont persister. Et donc, il y a un lien de filiation qui est inaliénable en réalité, puisque c'est par la biologie, de toute façon, vous êtes liés et reliés à votre maman, au moins, par ce fait de microchimérisme. Et c'est une des analyses qu'on fait de temps en temps au laboratoire, c'est de regarder l'ADN fœtal qu'il existe dans le sang de la maman. Donc c'est des choses qu'on explore au quotidien, et donc on peut détecter de l'ADN fœtal dans le sang de la maman. Et donc comme le cordon ombilical, ça nous rappellera toujours quand on est et qu'on fait partie d'une filiation, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, qu'on ait envie d'en faire partie ou non, ça ne change rien, c'est en fait biologique. Ouais, il y a une extraordinaire violence à essayer de casser cette filiation. Vous savez que dans les textes bibliques, il y a marqué machin, fils de machin, Jéroboam, fils de truc, fils de chose, etc. Il y a des chapitres entiers de fils de, quoi. Et jusqu'à je suis ton père. Dans Star Wars ou plus proche de nous. Et, Becoming. Et que c'est toujours cette affaire de filiation qui joue. Dans quelques récits que ce soit. Nous, on en a qui sont prégnants en Provence, qui sont ceux de Marcel Pagnol, mais toutes les histoires de Marcel Pagnol ont trait à un enfant qui est né alors que le papa était parti vivre sa vie en bateau, alors qu'il n'était pas désiré, alors qu'on voulait peut-être, mais pas sûr, et que quelqu'un l'accueille malgré tout. Et donc il y a toujours cette histoire d'héritage, de filiation, de transmission, et c'est une extraordinaire souffrance, vous le savez, pour les gens qui sont dans un orphelinat et qui ont été abandonnés, entre guillemets, mais c'est aussi une extraordinaire souffrance pour les gens qui sont nés de procréation médicalement assistée et qui demandent à savoir d'où je viens, s'il y a eu un don de gamètes.
Alors il y a des films humoristiques comme ça aux États-Unis où un type se retrouve avec 200 ou 300 enfants, quoi, qui viennent toquer à sa porte en disant bon, c'était les mêmes paillettes de sperme du sécos, voilà. Et lui se retrouve bien embêté de cette filiation non voulue. Il y a un autre texte, si on veut être un peu plus pédant, dans Kundera, dans La valse aux adieux, où ça se passe dans une ville thermale et où le médecin qui fait les inséminations artificielles, on se rend compte que tous les enfants qui vont et viennent dans la ville lui ressemblent. Donc on se dit que c'est lui qui insémine vraisemblablement les patientes. Alors, je vous parle de tout ça parce que depuis 1792, le projet pédagogique dominant en Occident a été le projet de parentectomie. Il y avait deux projets pédagogiques concurrents, c'est Vincent Pavant qui m'en a beaucoup parlé. Le projet de Condorcet, qui faisait la part belle à la famille en disant qu'elle était extrêmement importante, et puis le projet de Lepelletier, qui lui disait la famille est dangereuse. La famille empêche l'enfant de devenir un bon citoyen. Elle crée des différences tellement importantes entre les gens riches, les gens cultivés, les gens pauvres, les gens misérables, et que l'État doit gommer ces différences. On doit arriver à une conformité absolue. Et donc il faut séparer le plus précocement possible l'enfant de ses parents. Et vous avez peut-être vu passer ces dernières années la question des 1000 premiers jours. Le fait que les 1000 premiers jours devaient devenir un projet thérapeutique piloté par la santé publique. Plus quelque chose de l'ordre du privé ou de choses comme ça. C'est Olivier Véran, vous regarderez, Olivier Véran, 1000 premiers jours. Dites, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils veulent à ce point venir jusqu'aussitôt dans la relation parent-enfant? Parce que justement, il s'agit vraiment d'enlever la subversion, d'empêcher toute bifurcation possible, toute autre façon de réfléchir que celle qui est proposée par la doxa dominante. Si l'enfant est bien conduit depuis le départ, il deviendra un bon soldat et un bon ouvrier à l'époque. Et c'est le but. Et les femmes, au moment de la Révolution française, s'exposent enceintes en disant « nous sommes les ventres de la nation ». Ça, c'est intéressant, parce que l'expérience que nous avons vécue, c'est pas du tout qui vous vient spontanément que vous êtes les ventres de la nation. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt « oula, qui est-ce qui a osé nous confier une telle responsabilité à un si jeune âge ?» alors qu'on n'est pas prêt. Et pour moi, en tant que père, ça a été la même chose que Joseph. Cet enfant est-il bien de moi? Pas que j'ai pas confiance en Carole, mais qu'il n'y a pas le lien de ce microchimérisme de l'attachement du cordon ombilical. Et que pour le père, c'est encore autre chose. C'est un acte de foi. Parce que dans le secret de la gésine réside la filiation. Mais l'homme n'y aura jamais accès. Et donc il y a un acte de foi à faire pour dire « j'adopte cet enfant, quoi qu'il arrive ». La nature est bien faite. En général, l'enfant ressemble beaucoup à son père, plus qu'à sa mère, surtout le premier, pour rassurer. Je ne sais pas si c'est étudié scientifiquement. Mais... Non, mais si, scientifiquement, il me semble qu'il y a des articles qui décrivent que l'enfant exprime au début de sa vie plus souvent le génome qu'il a hérité de son père que celui qu'il a hérité de sa mère, pour être sûr que son père le reconnaisse comme étant de lui, et donc le protège parce que ça lui donne une chance de survivre plus importante s'il ressemble à son papa. Donc notre première ressemble à son papa. Oui, elle ressemble pas mal. Je crois, enfin. si, je suis bien certain. Et alors c'est autre chose aussi, c'est que dans cette arrivée, dans cette attente de l'enfant, effectivement se produit le bébé idéal. Moi, j'étais persuadé que c'était un garçon. Et que je l'appellerais Albert, comme mon grand-père résistant. Ou Joseph à l'époque. Et ben non. Parce que pendant toute la grossesse, à travers la Méditerranée, toutes les mamas italiennes, siciliennes, d'Afrique du Nord nous ont dit « Oh, vu la forme du ventre, c'est sûr, c'est un garçon. 100%. » Moi, bah ouais, c'est un garçon, bien sûr, quoi. Et nous avons vécu cette drôle de grossesse qui actuellement n'est plus possible pour beaucoup de gens, sans échographie. Sans cette intrusion dans l'intimité de l'enfant, mais avec tout l'imaginaire possible qui se met en branle pour rêver le bébé idéal. Et au moment où le bébé paraît, ça n'est pas, il n'a pas de zizi, quoi. C'est quoi cette histoire? Et je peux vous assurer que moi, j'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt. Ce truc-là est venu me faucher au vol, mais alors, une balle en plein dans l'aventure, quoi. Ma carrière, le rêve de partir autour du monde, le rêve de devenir médecin humanitaire, etc. Le rêve, tous mes rêves s'effondraient d'un coup. À tel point que dans la J'ai le droit de raconter la maternité ou pas? Ouais. Tu me permets parce que
Donc après avoir accouché, souvent des bonnes fées marraines viennent se pencher sur le berceau du nouveau-né. Et donc il y avait quelques personnes qui défilaient dans ma chambre de maternité. Alors en plus, comme c'était pas prévu, que c'était pas suivi, etc., que c'était un ami, au lieu d'être à la maternité, j'étais dans une chambre du service de cancérologie. Donc ça... C'était pas tout à fait la même ambiance, mais je vous raconterai après pourquoi je l'ai vraiment bien vécu. Et donc les gens venaient nous voir, et donc Louis était allongé sur mon lit d'hôpital, et moi j'étais à côté avec mon bébé dans les bras, et tous les gens rentraient en disant ça va, ça s'est bien passé, t'es pas trop fatigué. Et Louis, étendu sur le lit, répondait c'est très très dur, c'est très très dur. Et donc on sentait que c'était pas facile de devenir papa au départ. La tentation du refus de l'appel, vous savez, ça fait partie aussi de Joseph Campbell. Hein. Le héros refuse, il n'entend pas. Il veut faire sa croisière. Et il voulait toujours faire sa croisière, mais comme l'avait dit Christiane Singer, qui peut mieux qu'un enfant vous arracher à vos amarres. Et donc effectivement, il était parti pour l'aventure la plus bouleversante de sa vie, je pense. Ouais, avec cet étonnement de voir que tout le monde cherchait à approcher mon bébé. C'est le mien, d'abord. Et tout le monde voulait le prendre dans ses bras, etc. Mais d'où vous touchez mon bébé, quoi. Déjà, il voulait toucher le ventre de ma femme avant, comme un phénomène magique. Et je prends conscience à quel point ce que dit Colline Serrault dans La Belle Verte, vous vous souvenez, elle va se recharger auprès des bébés, est important, est central dans notre existence. Que dans cette petite chose qui vient d'arriver, si fragile, qui vient tenter l'aventure d'être en vie, il y a une immense puissance. Tout est possible. Et quelle responsabilité, quelle écrasante responsabilité que d'être père. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour ne pas lui nuire? Primum non nocere. Ah, vous vous souvenez? D'accord, d'abord ne pas nuire. Ok, déjà ça. Alors moi, j'étais élevé à ce primum non nocere, donc je me suis dit, je vais faire ça. J'ai d'abord ne pas nuire. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais une chambre qui était en cancérologie, et pour rebondir sur l'histoire de La Belle Verte, j'avais cette immense chance que le matin, je passais avec ma couveuse pour aller baigner le bébé à la maternité, donc j'étais obligée de traverser toute l'unité. Et j'avais vraiment l'impression d'apporter la vie et la joie dans ce service de cancérologie où des femmes qui étaient extrêmement malades et qui étaient parfois à la fin de leur vie, accueillait cet être merveilleux qui était mon bébé. Alors, bien sûr, il était merveilleux parce que c'était le mien, mais comme n'importe quel bébé aurait eu le même effet. Et je leur proposais, donc je voyais tellement, elles avaient des étoiles dans les yeux devant ce nourrisson, devant cette vie qui réémergeait devant elles. Je leur proposais de le prendre dans leurs bras. Et ça m'avait... j'avais eu beaucoup de peine parce qu'elles avaient peur de le prendre dans les bras en me disant mais je vais le rendre malade, je suis malade, c'est moi qui vais le rendre malade. Et je leur disais mais pas du tout, prenez cet enfant dans vos bras, ça vous fait tellement de bien, ça vous fait tellement plaisir. J'ai l'impression que mon enfant apportait la guérison, une certaine forme de guérison. Bien sûr, ça n'allait pas guérir ces femmes de leur pathologie extrêmement incurable, mais ça leur apportait en tout cas un bien-être et du merveilleux dans leurs derniers instants. Et donc je remercie en fait d'avoir été en service de cancérologie lors de mon accouchement, aussi paradoxal que ça puisse paraître. On reviendra sur cette histoire de guérison potentielle, guérison des parents d'abord, par l'arrivée de l'enfant, et guérison des mémoires aussi à passer au tamis. Qu'est-ce qu'on transmet pas? Qu'est-ce qu'on garde pas? On va y revenir, mais après cet appel commence l'épreuve. Vous avez compris, hein, pour moi c'est plutôt une épreuve tout ça. Au-delà de l'émerveillement, il y a quand même l'idée que wow, il y a une bourrasque qui vient arriver dans ma vie et qui va tout chambouler. Effectivement, ça chamboule tout parce que l'aventure n'est plus tellement d'aller au bout du monde, mais elle est là. De changer une couche, de devoir subir les cris et les pleurs, le manque de sommeil, le frottement dur. Et vous êtes si jeune pour supporter tout ça, tellement peu patient, que se créent des espaces de temps suspendus. Vient s'immiscer dans le temps profane du quotidien, où les projets sont multiples, où il s'agit d'avancer dans cette vie, d'essayer d'être optimal, d'apprendre des choses. Un autre temps. Et encore une fois, on rejoint en fait Mircea Eliade, dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée d'une hiérophanie. Hiérophanie, c'est quoi? Hieros, phanie, l'irruption du sacré, l'irruption d'un temps sacré à l'intérieur du temps profane. Et effectivement, le temps
de l'enfant, du nouveau-né, est un temps sacré, qui n'a rien à voir avec le cours du temps habituel. Parce que tout se ralentit, tout est mou, tout est absolument slow, quoi. Et puis, la déstructuration du temps du sommeil, de la journée, vient bousculer le temps du travail, vient bousculer l'ordre des repas, pour ne satisfaire qu'au désir de cette petite chose, de ce petit être, qui va tyranniser l'ensemble de votre vie. Chaque fois qu'il va s'agir de partir de chez vous, vous devez prendre un smirmorque de matos pour arriver à aller chez vos copains. Plus personne ne vous comprend, puisque nous on était parmi les plus jeunes, on n'était pas si jeunes que ça, hein. J'ai 31 ans ou quelque chose comme ça, lors du premier enfant, mais vu de maintenant, j'ai l'impression qu'on était si jeunes, si petits. Quand on voit les photos, on avait les jours bondis, on était bien lisses, on n'avait pas de cheveux gris, on se dit mais comment confier des gamins à ces minots, quoi. Ils sont absolument immatures, et pourtant on nous les a confiés. Et en plus tous nos autres copains venaient nous dire mais oui on sort, on va faire quelque chose, etc. Et petit à petit, se faisait jour qu'il n'était pas question d'aller suivre notre rythme, mais au contraire de se transformer pour suivre le rythme de ce petit être. Et qu'à l'intérieur de ce rythme-là, il y avait tellement de choses à apprendre. Oui, alors c'est peut-être plus facile pour les mamans, puisque les mamans font l'expérience de l'accouchement. Et lors de l'accouchement, en fait, on sent bien qu'on meurt à nous-mêmes. Hein. Il y a un moment où, pour toutes celles qui ont vécu ce passage, la douleur est telle qu'on est obligé à un moment de lâcher prise. Et finalement, ce lâcher prise s'apparente au lâcher prise qu'on devra avoir en toute logique lors de notre dernière transformation, qui sera celle de la mort. Et donc c'est un moment assez émouvant et initiatique pour une femme de vivre l'accouchement de façon pleine et entière, c'est-à-dire en ayant vraiment cette souffrance. Enfin, c'est pour mon cas, hein, c'est un témoignage, peut-être que d'autres le vivent différemment et préfèrent avoir une péridurale ou d'autres aides pour traverser ce moment. Mais je crois que vivre cet instant où on est obligé de lâcher prise et de dire « Ah, je m'abandonne à cette douleur », en fait, prépare effectivement « Ah, je vais devoir tout abandonner pour ce petit être ». Et il ne s'agit plus de ma vie, il s'agit maintenant de la sienne. Et donc on entre après cette sorte de mort et de renaissance, puisque la maman, la jeune fille meurt à elle-même pour devenir mère, et l'enfant naît, lui, advient. On se retrouve dans un autre espace-temps où on doit faire finalement le grand écart entre le passé, c'est-à-dire nos grands-parents. On a changé, on n'est plus un adolescent, on devient parent. Nos parents deviennent des grands-parents et on fait un grand écart entre ce qu'on va transmettre, cet héritage, que va-t-on transmettre ? On va être obligé d'y réfléchir, de le penser. Est-ce que je vais transmettre toutes les névroses ? Est-ce que je vais essayer, au contraire, de les filtrer pour pas lui donner ça ? Est-ce qu'il y a des traditions, des choses intéressantes dans ma famille que j'ai envie de transmettre à cet enfant ? Et en même temps, je ferai le grand écart parce que cet enfant vient foutre en l'air la société. Forcément, il va bouleverser l'ordre établi. Ça va être son rôle en tant qu'enfant de le faire. Et donc, on se trouve au carrefour entre un passé et un futur qui est en train de se faire sous nos yeux. Et donc, effectivement, on retombe dans un présent assez dense, un yoga méditatif, comme disait Louis, avec l'irruption de cet enfant dans sa vie et dans son couple, qui va aussi déstabiliser le couple d'une certaine manière. Ouais, il y a quelque chose de paradoxal finalement dans cette épreuve qui est vécue. Il y a la pesanteur et la grâce. La pesanteur, du retour sur Terre, de cet enchaînement au bébé, à son biberon, à son rythme, à le vêtir. Et puis ces cris qui viennent résonner à l'intérieur d'une manière extraordinaire. Ça n'est pas les cris de n'importe qui. Ça ne sont pas les cris de n'importe qui. C'est quelque chose qui vient faire vibrer à l'intérieur. Tu peux l'écrire peut-être, mais... Oui, alors au départ, effectivement, en tant que maman, les premiers cris de mon nourrisson me faisaient mal, mais une douleur comme si c'était moi qui avais mal. Je pense qu'on était encore dans une relation assez fusionnelle, où moi qui ne suis pas spécialement habituellement sensible à la vue du sang, etc. À la maternité, quand ils ont fait une guterie à mon enfant, qui est juste un tout petit test où on fait sortir une seule goutte de sang de l'enfant, j'ai failli tourner dans les pommes et je me suis dit, oula,
ça remue. C'était pas mon habitude d'avoir envie de tomber dans les pommes devant une goutte de sang. Et c'est vrai que quand il criait, ça m'arrachait les tripes d'une façon vraiment fusionnelle. Je souffrais avec lui. Et ce qui est marrant, c'est que d'autres personnes me disaient « Ah oui, toi aussi, ça te fait mal ?» J'ai dit « Oui, ça me fait très très mal. » Et ils disaient « Oui, ça casse les oreilles. Hein. » Et je me disais qu'on n'avait pas du tout le même ressenti en réalité. Et que la souffrance d'une mère était très différente de la souffrance des autres personnes autour qui juste subissaient les hurlements du nourrisson. Et dès le départ, il y a cette vérité première. Je ne pourrais pas l'empêcher de souffrir. J'aurais beau faire tout ce que je peux, je ne pourrais pas l'empêcher de souffrir. Ça, c'est l'aveu d'impuissance dès le départ. Je serais impuissant à lui construire un cadre protecteur, maximaliste, dans lequel il pourra évoluer dans le parfait bien-être, le parfait bonheur, avoir une superbe carrière, régner sur le monde. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va devoir tomber, il va devoir chuter, il va devoir se cogner, il va devoir se cogner sur le coin de la table, il va devoir hurler, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Vous vous souvenez, cette question a résonné tellement de fois ces dernières années. Qu'est-ce que je peux faire ? La seule chose que j'ai réussi à faire, moi, c'est de consoler mon enfant. Et je me souviens de Lily, la deuxième. Chaque fois qu'elle se mettait à pleurer, Nina, la première, se mettait à pleurer. Et là, on partait sur la mise en résonance des bébés. Vous savez, les oscillateurs qui se mettent à vibrer ensemble. Et vous savez que dans une mise en résonance, c'est pas la somme de chaque pleur. C'est démultiplié. C'est encore plus fort. Jusqu'à vos propres cris. Ta gueule ! Et vous avez de l'empathie pour les gens qui secouent leur bébé. Vous dites, mais je comprends en fait. Maintenant, pourquoi est-ce que certaines mamans finissent par jeter dehors par la fenêtre leur gamin ? Parce qu'il reste calme. Et heureusement qu'on est deux. Heureusement qu'on est deux pour que l'autre mette sa main et dise, t'as pas la ressource, t'as pas la réserve. Attends, j'y vais. Alors ce que je faisais, c'est que je prenais Lily dans une sorte d'écharpe contre mon cœur. Et puis mon grand manteau, une sorte de grand loden, et je partais dans les rues de Marseille, la nuit à n'importe quelle heure. Et je marchais. Parce que tant que je marchais, Lily dormait. Et tant qu'elle dormait, elle était bloquée comme un petit animal, toute chaude, alors que la nuit était froide, écoutant les battements de mon cœur. Et je me souvenais, moi, enfant, blotti contre mon papa, entendant sa grande respiration et son grand cœur en train de battre. Et je me suis dit, elle doit entendre la même chose, et maintenant c'est moi le papa. Et ce faisant, je devenais invulnérable. À protéger ce petit être, moi, j'étais exempt de tout danger. Je pouvais traverser les rues de Marseille les plus dangereuses. Et on l'a fait. Hein. On habitait dans un quartier où les gens se faisaient agresser au couteau juste à côté de chez nous. Carole s'est fait agresser pendant qu'elle était enceinte dans le même quartier, etc. Et je me baladais à n'importe quelle heure, persuadé qu'il ne m'arriverait jamais rien. Et il ne m'est jamais rien arrivé. Ce sentiment-là, je l'avais déjà vécu. À partir du moment où vous êtes capitaine d'un bateau, vous n'avez plus jamais le mal de mer. À partir du moment où vous êtes responsable, vous ne pouvez plus tomber, vous ne pouvez plus chuter, vous devez tenir droit. Et là, j'ai compris que mon enfant, si petite, me donnait toute la force de tenir droit dans les tempêtes de ce monde. Alors, pour rebondir, oui, souvent on dit que c'est les parents qui font des enfants. En fait, je crois que c'est plutôt les enfants qui font les parents. Que c'est l'enfant qui advient, qui nous rend parents. Et moi, mon expérience personnelle, effectivement, au tout départ, c'était de pleurer parce que je ne pourrais pas l'empêcher de souffrir, tout en comprenant que ce n'était pas non plus ce que j'avais à faire, mais c'était très dur d'accepter que je ne pourrais pas empêcher ce petit être de souffrir. Et puis il m'est revenu cette histoire où, je ne sais pas si vous la connaissez, souvent qu'on rencontre au catéchisme, où c'est un homme qui traverse de grandes difficultés dans sa vie, et Jésus lui explique qu'il a toujours été à ses côtés, et puis il lui montre tout le chemin qu'il a parcouru. Et à un moment donné, l'homme lui dit « Oui, mais là, regarde, tu n'étais pas à côté de moi, il n'y a qu'une seule trace de pas sur le chemin, alors qu'avant, il y en avait deux. » Et il lui dit « Mais là, c'est parce que je te portais. » Et donc, je me suis dit, je pourrais que accompagner mon enfant et peut-être la porter du mieux que je peux, sans pouvoir lui éviter la souffrance. Mais comme chaque souffrance est souvent accompagnée d'un don, ça m'a permis en même temps d'ouvrir mon cœur. Cette maternité a vraiment ouvert mon cœur. J'ai déjà eu beaucoup d'empathie et de bienveillance envers mes parents. J'ai pardonné
tous les petits griefs qu'on peut avoir contre ses parents, qui n'ont bien sûr pas été parfaits, comme tout parent, on n'est jamais parfait. Et donc ça m'a permis déjà de pardonner mes parents en me disant « Ouf, c'est pas si facile ». Je comprends que parfois ils aient eu des difficultés, qu'ils n'aient pas tout fait exactement comme il le fallait, peut-être avec moi, avec mes sœurs, etc. Et ça a ouvert aussi mon cœur à une empathie, une grande compassion au sens bouddhiste du terme envers tous les êtres vivants, bien plus qu'auparavant je pouvais avoir. Comme si je devenais un peu aussi mère de chaque chose vivante sur cette terre que je devais protéger comme mon nouveau-né. Et donc je remercie pour ce bienfait que j'ai eu par surcroît de la naissance de mes enfants. C'est intéressant que tu dises ça, parce que ce n'est pas du tout mon ressenti en tant qu'homme. Je ne me sens pas père du monde entier. Mais ça me rappelle une chanson de Brassens chez Jeanne, la Jeanne, mère universelle, qui veille sur chacun. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'assez différent dans le chemin de l'homme et de la femme à cet endroit-là. Parce que pour moi, il était plus question de défendre le nid et de construire le nid contre le monde extérieur et contre la société. Et en même temps à l'intérieur du monde extérieur et de la société. Et au fond, à travers cette épreuve, dont je vous ai dit qu'elle était à la fois la pesanteur et la grâce, à la fois de poncer l'ego à frottement dur, à la fois d'ouvrir des espaces de temps sacrés où se font des expériences vraiment initiatiques, comme cette rencontre avec Lélie, avec ma puissance intérieure qu'elle me donnait par sa présence, comme tu le raconteras peut-être, mais le passage de la thèse de science avec 3 enfants à la fac, il y a cette question de la construction du nid. On va y revenir, peut-être tu peux juste raconter ça. Oui, alors effectivement, dans la société, il est toujours difficile pour une femme d'allier une vie personnelle, riche et familiale avec une vie professionnelle. Évidemment, j'avais choisi de faire les deux parce que j'étais passionnée par mon métier et j'avais aussi très envie d'avoir une famille. Et finalement, ça a été possible. En fait, le destin vous donne les forces qui vous manquent quand il faut donner un coup de collier supplémentaire. Et donc, j'ai fait 3 grossesses pendant ma thèse de sciences. Donc, j'ai eu 2 thèses. La première, Nina était dans mon ventre et pour la dernière, Edmé avait 9 mois. Donc, j'ai fait 2 thèses avec 3 enfants. Comme souvent, on se moquait de moi, mes directeurs de thèse, ils me disaient bientôt tu auras plus d'enfants que d'articles scientifiques en premier auteur. Et ce que je leur disais, ce sera une originalité en tout cas. Et donc, je partais, j'ai passé tous mes concours de la fonction publique avec mes enfants après avoir accouché de la 3e. Et donc, je partais le matin pour aller à Paris. Donc, je me levais à 5h, j'avais mon enfant dans l'écharpe et je partais passer mes concours à Paris. Mais ça a été mon petit compagnon de toutes ces épreuves et j'étais terriblement heureuse finalement qu'elle soit avec moi, même si effectivement c'était peut-être une charge, c'était plus compliqué. Beaucoup de mes collègues et des gens qui passaient les concours avec moi essayaient de me faire une guerre psychologique en me disant avec 3 enfants, de toute façon tu n'y arriveras jamais, etc. Puis je leur ai dit de toute façon si je vais pas y arriver, je peux bien essayer, donc c'est pas grave. Allons-y quand même. Et donc j'allais passer ces concours avec cet enfant. Et finalement, cet enfant avait aussi un rôle extrêmement thérapeutique, puisque j'arrivais à la dernière minute, la secrétaire me disait « Mais il est 11h29, vous passez à 11h30 ». Donc j'étais allée à Paris, j'avais traversé la ville en RER, etc., pour aller à l'hôpital où je devais passer mon oral. Et je disais « Mais tout va bien, j'ai 1 minute d'avance ». Elle me disait « Non, parce que vous avez un bébé sur le ventre ». Et donc je sortais mon bébé, je lui disais « Voilà, vous avez 30 minutes d'autonomie. Et si ça pleure, il faut marcher à droite et à gauche. Tout va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. » Ou alors, je cherchais le candidat qui passait juste après moi et je disais « Tu es le candidat qui passe juste après moi ?» Il me disait « Oui, pourquoi Tiens, je te le laisse. Pareil, ça a 1 demi-heure d'autonomie. Tu marches si ça pleure. » Et dans 1 demi-heure, je reviens après mon oral et ils me disaient tous « Ah non, mais tu peux pas faire ça là, tu peux pas me laisser ton enfant, etc. Mais je sais pas m'en occuper. » Et je leur disais « Mais tu es médecin ?» Ils me disaient « Oui, donc tu dois savoir t'en occuper. Donc vas-y, c'est le moment, tu passes un examen, tu prends cet enfant et tu t'en occupes pendant 1 demi-heure le temps de me laisser passer mon oral. » Et alors c'était drôle parce que parfois j'arrivais dans les services hospitaliers et ils me disaient « Non, madame, la pédiatrie, c'est de l'autre côté. » « Oui, non, mais en fait, moi, je viens passer le concours. Donc c'est par là. » Et voilà, et c'est drôle parce que
le retour des personnes qui ont eu mon enfant dans les bras a été « Merci. Tu sais, pendant que j'avais ton enfant dans les bras, j'ai pas pensé à mon examen, j'ai pas pensé à mon concours, et grâce à lui, je suis arrivée déstressée à mon examen. » Je me suis dit « Mince, en plus, je leur permets peut-être de me battre. Donc... de mieux réussir que moi. » Mais du coup, c'était un effet inattendu de promener cet enfant, et j'espère qu'elle en gardera peut-être de bons souvenirs plus tard. Voilà, elle saura qu'elle m'a accompagnée dans toutes mes épreuves. Et donc pour moi, c'était ça, d'allier la vie personnelle et la vie professionnelle. Elle est venue aussi beaucoup au labo. Et j'ai eu la chance d'avoir un chef qui acceptait ça, que j'étais avec mon bébé dans une écharpe. Alors j'avais de la chance, elle était extrêmement sage, mais ce qui fait qu'on passait toute la journée ensemble. Et c'était très très agréable, et puis ça m'empêchait pas de travailler. Ça m'empêchait pas de travailler du tout. Donc je crois qu'il y a un mythe comme quoi l'enfant n'est pas le bienvenu dans le monde du travail, alors qu'en fait il apporte une lumière, du stress en moins, et plein d'effets collatéraux bénéfiques, je pense, dans une entreprise. Donc, ce petit compagnon qui donne des forces, qui aide à traverser les épreuves et qui vient avec nous, et qui réussit à passer entre toutes les mailles. Et puis, il y a la nécessité de construire le nid, comme je vous l'ai dit. Et là, se pose beaucoup de questions. C'est quoi le bon nid? C'est pas juste une belle maison. Un cadre moral? Une transmission spirituelle? Est-ce qu'un enfant est une outre qu'il faut remplir de connaissances encyclopédiques, en lui prenant tous les livres de la bibliothèque où il y a marqué qu'est-ce que le corps humain, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la biologie, etc. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois transmettre? Et là, il y a un nécessaire retour réflexif sur je dois passer au tamis mon expérience vécue jusqu'ici. Je dois passer au tamis mon expérience d'enfant avec mes propres parents. Parce que ma conjointe, ou moi, son conjoint, allons voir de manière très aiguë chaque fois que nous reproduisons le modèle parental. Je dis autrement, je vais critiquer mes beaux-parents et elle va critiquer ses beaux-parents à travers moi. Non, moi je le fais jamais. Mais au fond, dans tel ou tel comportement, on va tout de suite repérer, c'est quelque chose où tu n'as pas mis de conscience, tu n'as pas mis de présence réelle. Ceci est une architecture invisible sur laquelle tu n'as pas de prise et qu'il va falloir retravailler. Et là, heureusement, encore une fois, il y a le couple. Vous comprenez que c'est connexe. Ce serait très difficile tout seul d'arriver à avoir du recul sur ce qu'on est en train de transmettre. Parce que ce serait comme une reproduction mimétique du même de ce qui a été transmis sans aucun regard critique. Or, il y a un regard critique à faire, et je crois qu'une partie de ma propre guérison sur de nombreux sujets était justement liée à pouvoir voir mes traumatismes grâce à l'enfant et à ne pas vouloir les transmettre. Et à me dire ça c'est pour moi, ça je le garde, ça s'arrête à cette génération-là. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Et ça ne m'appartient même pas. Peut-être que ce truc-là ne m'appartient pas, il appartenait déjà à mon père et il appartenait à mon grand-père sans même que je le sache jusqu'ici. Et eux-mêmes n'en sont pas conscients. Je vais prendre un exemple très concret. Je me suis posé la question du prisme moral, le référentiel du bien et du mal. J'avais fait du yoga, j'ai étudié le Tao, je m'étais intéressé à des philosophies orientales, etc. Mais j'étais avant tout né chrétien, catholique, éduqué comme tel, sans plus. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je transmets? L'école de la République? Surtout aujourd'hui, hein. Peut-être à la limite, il y a encore 10 ans, peut-être ça pouvait tenir le coup, mais là, il faut que ce soit inclusif, éco-responsable, ok. Non, ça colle pas, je peux pas faire ça. Et donc j'ai recommencé à lire les textes bibliques. Je me suis dit, waouh, purée, il se trouvait qu'en plus ça tombait bien chaque jour, il y avait comme une synchronicité. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire un texte un peu spirituel, de dire tiens, dis donc, celui-là il est pour moi aujourd'hui, quoi, où il y a quelque chose, quoi. Et de voir qu'à chaque fois, les gens qui avaient construit ce truc, chapeau, quoi. Super vecteur spirituel. Puis après, je me suis dit, je vais aller voir le rite, je vais aller à la messe. Donc je suis allé tout seul à la messe, ils n'en avaient rien à faire. Et j'ai vu l'encens, les chants, les vitraux et la lumière qui tombe. Et puis, de manière très touchante, tous les pauvres, tous les handicapés, tous les vieux, et l'église vide. Et juste cela,
déchus qui arrivent et qui cherchent une espérance. Et j'ai été touché par ça. Je me suis dit, mais waouh, il faut qu'il y ait des lieux comme ça. Et j'ai commencé à amener mes enfants en me disant, j'ai vécu en France, je vis en France, c'est ce que je vais leur transmettre parce que c'est l'héritage culturel. Et celui-là, il y a des choses à y prendre, il y a des choses à laisser, bien sûr. Mais justement, si on y va ensemble, on va tous grandir de ce truc-là. Et ça a donné un prétexte à discussion sur une petite philosophie du quotidien. Une petite, dès que le langage a été là, on a fait une grande ellipse, mais dès que le langage a été là, c'est quoi l'autre? C'est quoi l'amour? C'est quoi le partage? C'est quoi la beauté? Et bon, le Covid m'a mis un petit coup dans les dents, mais sur ce sujet. Mais je crois qu'il y avait quand même besoin de autre chose que simplement de la nourriture. Du lait, il en faut, hein, mais qu'il y avait une autre nourriture à essayer de partager avec les petits poussins. Oui, d'autant que les petits poussins, comme tu dis, vont au quotidien nous pousser dans nos retranchements. C'est pas simple, ils vont noter et vous faire remarquer toutes vos incohérences, etc. Et finalement, devenir parent, peut-être que pour être un bon parent, entre guillemets, c'est déjà évoluer soi-même au contact de cet enfant. Donc le laisser finalement nous transformer de manière positive, ça ne veut pas dire accéder à toutes ces demandes, etc. Mais c'est effectivement, il vous montre avec une acuité aiguë et parfois cruelle là, toutes vos failles. Et donc le but du parent, ça va être soi-même de combler ses propres failles qu'il n'avait pas jusque-là eu l'occasion de combler. Et donc il y a des petites anecdotes rigolote avec les enfants, puisque, comme vous l'avez peut-être compris, je suis souvent hyper active et les enfants m'ont réappris la patience et la découverte, et je les remercie, puisque pour faire approximativement 500 mètres jusqu'à l'hôpital, il nous fallait 2h30 à pied, puisqu'il fallait s'arrêter devant chaque petite fleur qui poussait au milieu du béton, regarder chaque pétale de pissenlit, les compter, les petites feuilles, tandis que moi j'étais là, il faut que je termine mon 4e article pour ma thèse, et je compte les feuilles de pissenlit. Et donc ça a été... Remplir ses poches de cailloux. C'est ça. Remplir mes poches de cailloux, et ça c'est aussi une autre anecdote. Mes enfants remplissaient de leurs petites merveilles qu'elles trouvaient dans les rues de Marseille, autant vous dire à quel point ça peut être des merveilles. Vous pouvez imaginer l'état des rues de Marseille qu'elles fourraient dans mes poches. Et donc quand vous avez trois petites filles qui fourrent dans vos poches tout le temps des choses, et une fois ça s'est renversé, j'avais rendez-vous avec le vice-doyen et j'ai attrapé mon manteau par le mauvais bout et toutes les merveilles se sont déversées sur le sol du bureau du doyen, qui m'a dit « Ouh, vous avez les poches bien remplies ?» J'ai dit « Oui, effectivement. Mes enfants adorent faire collection de petites merveilles. » Et donc finalement, ça s'était bien passé, ça l'avait fait sourire. Mais voilà, c'était des petites situations rigolotes sur cette patience. Et donc je les remercie de m'avoir appris la patience, de m'avoir appris la compassion, de m'avoir fait redécouvrir, et ce qui m'a servi après même pour mon métier, hein, d'être cette acuité à la nouveauté et à l'émerveillement. Et effectivement, si on regarde un enfant, on peut retrouver cet émerveillement qu'on a souvent perdu à la phase de l'adolescence, en fait, où on devient un peu blasé de tout. Et donc je les remercie de m'avoir redonné l'émerveillement, et à chaque fois qu'il y a un enfant, on peut se réémerveiller du même pissenlit. C'est quand même un moment extrêmement sacré et extrêmement beau dans la vie. Avec presque rien, on peut quand même être joyeux. Et donc je les remercie énormément pour ça. Ouais, ça me fait penser à la question du jeu. Peut-être certains d'entre vous ont lu André Stern, Jouer, qui raconte comment un enfant peut grandir et se construire à travers le jeu. Cette capacité créative à se projeter. Et on a eu des scènes assez mémorables comme ça, où je passe la porte pour voir comment elles jouent, et puis elles n'ont pas du tout envie qu'on écoute les jeux. C'est un espace secret, un espace sacré. Puis j'entends une de mes enfants qui prend un Playmobil, je sais plus, un Playmobil ou des Lego, un Playmobil, et qui dit « Je suis la méchante sorcière, c'est moi la maîtresse, etc. » Et qu'est-ce qui se passe à l'école? Nous allons enchaîner les enfants, etc. Oula, ça dérape.
Je dis, j'interviens pas, je regarde. Et les enfants, les petits Playmobil enfants se rebellent, et la sorcière, la méchante sorcière est transformée, est ligotée, etc. Et enfin revient la belle princesse qui est la vraie. Donc ça finissait bien quand même. Mais je voyais qu'à travers le jeu se résolvaient de très nombreuses questions existentielles, quotidiennes et permanentes, que dans cet espace-là pouvaient se rejouer, au fond, toutes les tensions du quotidien et trouver des résolutions. Et qu'au fond, on faisait la même chose chaque soir, où on avait eu un conflit ou quelque chose, se rejouait dans notre tête le scénario X fois jusqu'à trouver une résolution acceptable. Mais qu'eux arrivaient à le projeter en permanence et à être aussi bien une princesse, un elfe, quoi ou qu'est-ce, avec une grande légèreté et une grande facilité à accepter les transitions émotionnelles, se rouler par terre de tristesse à un moment, puis quelques minutes après, rire à gorge déployée. Alors, je n'ai pas réussi ça, mais je sais que certains, dans certaines thérapies, refont ça. Allez, roule-toi par terre, un grand coup, et pleure sur ce monde de merde. Et tu verras, ça y va mieux. Jean-Dominique, dans ses vidéos, nous fait du yoga du rire assez régulièrement. C'est très sympa. Voilà. Donc ça, pour moi, tout ça participe de la construction d'une nid. Et dans cette construction d'une nid, il y a peut-être un élément à aborder qui pourrait être l'objet d'une tension, qui est la question de l'interdit. Est-ce qu'on peut interdire? Est-ce qu'on peut limiter les choses? Quelle est la limite? Est-ce qu'on peut toucher à la limite? Et je me souvenais avoir un jour traité mon père de connard, de gros connard. un jour d'agacement important. Et j'ai vu les yeux de mon père virer au rouge sanglant. Et j'ai senti une énergie de colère énorme, qui fait que j'ai pas demandé mon reste. Je peux vous dire, je suis parti. Et là, je me suis enfermé dans les toilettes. Et là, j'ai vu un bras passer à travers la porte des toilettes, comme dans les films d'horreur. Vous voyez, le truc passer à travers une des lattes de la porte des toilettes et commencer à farfouiller pour trouver la serrure. Et là, je savais que j'étais foutu, quoi. Que j'étais fait. J'allais pas pouvoir attendre que ça passe, quoi. Et que ça avait structuré une fois pour toutes, vu la résolution de l'épisode que je ne vous raconterai pas, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit à ce genre de choses, mais à l'époque la fessée faisait encore partie des processus éducatifs assez clairs, que je n'ai plus jamais traité mon père de connard. Il y avait un interdit définitif, vu la peur que j'avais eue, phénoménale, quoi. Ça n'a plus jamais été le cas. Et moi, je me suis posé la question, parce que j'avais lu Libres enfants de Summerhill, j'étais teinté de philosophie libertaire, on pourrait dire. Et j'ai découvert que les enfants avaient besoin de limites. C'était pas juste moi qui venais les emmerder, etc. Il y avait besoin de construire une limite. Et que cette limite, ça allait définir aussi ce qu'était la transgression. Et que s'il n'y avait pas de référentiel de limite et de transgression, tout était possible, y compris n'importe quoi. Et donc il y avait besoin de structurer des interdits. Mais il fallait y réfléchir profondément. Il ne fallait pas interdire n'importe quoi, n'importe quoi. Il ne fallait pas emmerder son enfant en permanence. Attention, tu vas te couper avec le couteau. Attention, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Le monde entier est dangereux avec l'école. Non, ça, c'est pas dangereux. Alors, j'ai offert un Opinel à mes enfants. Elles se sont coupées un bon coup. On a dû aller aux urgences. Elles ont été recousues. Voilà. Carole était contre, mais j'étais pour. Je dis bon, voilà, ça va se passer. Mais je pense que ça a permis de structurer un rapport au couteau assez sain ensuite, et à la découpe des bouts de bois tout à fait sain. Peut-être tu veux dire quelque chose de cette question de l'interdit? Oui, sur la question de l'interdit. C'est ce que j'avais observé chez d'autres parents qui étaient en avance sur nous, c'est-à-dire qu'il y avait des ados, et je me rendais bien compte que les laisser sans limite les rendait bien plus anxieux que de leur en fixer des clairs. Et donc c'est pour ça que j'ai réfléchi à certaines limites. Alors il y en a qui sont, on va peut-être évoquer celles qui sont rigolotes, mais là mes filles veulent absolument avoir les oreilles percées, et je me suis dit je vais mettre une limite, comme ça quand elles auront 18 ans, elles voudront juste se faire percer les oreilles, et peut-être qu'elles voudront pas se faire de piercing ni de tatouage. Donc je vais interdire les boucles d'oreilles dans l'instant, et puis on verra bien après. Donc puisque je préférerais qu'elles n'abîment pas leur corps sans y réfléchir, en tout cas de manière très très poussée, et pas que ce soit par un mimétisme, parce que pour l'instant c'est surtout on sent un mimétisme par rapport aux copines de l'école, et donc je suis pas forcément d'accord avec ce mimétisme des copines, donc je les laisse un peu mariner pour qu'elles réfléchissent
à leur volonté réelle ou non, et leur choix personnel ou non, et pas dicté par l'école, la mode, etc., des copines. Il y a aussi une autre règle qui est pas de mélange des genres et des générations. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette mode maintenant dans les magazines, on voit la maman est habillée pareil que la petite fille, etc. Et puis on ne sait plus si c'est qui est la maman, qui est la petite fille. Voilà, en fait, non, il y a une limite, je suis ta maman et tu es ma petite fille, et ça ne changera jamais, même quand j'aurai 80 ans. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et d'ailleurs, les enfants testent, parce que parfois elles me disent, quand je refuse quelque chose, elles me disent « Ouais, ben, t'es plus ma copine ». Et je leur dis, de toute façon, ça tombe bien parce que je ne suis pas ta copine, je ne serai jamais ta copine. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, je suis ta maman. Et si j'estime que je dois t'interdire quelque chose, je le ferai. Et c'est aussi difficile aujourd'hui de prendre ce rôle, en fait, dans notre société, puisqu'il y avait la chanson connue « Fais pas ci, fais pas ça », vous la connaissez tous, ça concernait les enfants. Aujourd'hui, on dirait que « Fais pas ci, fais pas ça », c'est pour les parents. Alors, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. On dirait qu'on n'a plus le droit ni d'interdire, ni de punir, ni de mettre aucune limite. Et je crois en réalité que c'est complètement délétère. Évidemment, comme dit Louis, il ne faut pas mettre des limites pour s'amuser, fantasque, etc. Mais mettre des limites, ça permet à l'enfant, justement, de toute façon, c'est comme ça, la limite, c'est sa peau au départ. Nous sommes limités d'une certaine manière et on doit faire l'expérience de la limite. Et comme l'enfant fait l'expérience au départ de se cogner, et il sait quel est son corps, quel n'est pas son corps, grâce à la douleur. Et donc oui, il va y avoir un petit peu de douleur sur le refus parental d'aller sortir, faire une boum avec ses copains à 12 ans. Mais c'est une limite qui est certainement structurante pour l'enfant qui, après, s'empressera évidemment de faire sa crise d'adolescence et d'aller justement au-delà de la limite, puisque c'est l'adolescence, il faut qu'il fasse ce parcours. En fait, si on ne met pas de limite, il ne pourra jamais aller transgresser un peu. Il sera obligé d'aller toujours plus loin et ça finit dans une spirale en fait de drogue de plus en plus dure, etc., comme on peut voir tous les jours à l'hôpital et qui est assez inquiétant avec les jeunes, ou des jeunes qui n'ont plus le goût à rien, souvent ils se droguent même plus, mais ils n'ont plus non plus de goût. Et donc je trouve ça assez triste et je me demande s'il n'y a pas un rapport avec les limites. Il y a un tierce invité dans cette relation entre les parents et les enfants, c'est la société et les autres. Et heureusement, c'est sûrement une très bonne chose, mais ça vient créer une dialectique, ça vient créer une tension. La première, c'est celle des beaux-parents et des grands-parents. Et en même temps, ces grands-parents sont un exutoire tout à fait bienvenu. Parce que chez eux, on peut regarder des Walt Disney. Chez nous, on n'a regardé aucun Disney, depuis le virage woke, pas moyen. Et puis après, on a relu des Disney, revu, on s'est dit, non, ça pue, quoi. Et donc, il n'y avait pas d'écran, pas de film, pas de téléphone, rien de tout ça. Une mesure protectrice pour nos enfants. Et on l'a tenue contre vents et marées, alors que c'était très difficile. Alors qu'il y a la tentation de renoncer. Ah, ça aussi... Il y a le tierce intervenant qui est le monde extérieur, mais il y a à l'intérieur de vous-même la volonté d'être autre chose que simplement « Papa, papa, oh papa, papa, maman, maman ». Au début, pendant des années... Oui, c'est au départ ce que j'avais dit à Louis. Je lui avais raconté ça parce que j'essayais d'apprendre le mot maman aux enfants, puisqu'une maman a envie que son enfant dise le mot maman. Et après, il y a un jour où on regrette quand on a 3 enfants qui, toutes les 10 secondes, maman, 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 tu fais ci, maman, je veux ça, maman, ceci, maman, cela. Et on est débordé par le nombre de mamans. On a juste envie, juste 5 minutes sans maman, s'il vous plaît. 5 minutes en chronomètre, vous ne m'appelez pas. Vous êtes rentré dans un nouveau club, celui des parents, vous avez une carte et vous êtes papa ou maman. Et là, il y a un gros virage quand vous trouvez à appeler votre femme maman. Non, là, on va pas faire ça, là. Ouais. C'est pas possible. Mais elle est où, maman ? Maman est partie. Avec les enfants, ça passe. Mais après, vous voyez que la frontière est repoussée petit à petit. Là, il faut pas, là. Non, peut-être que dans cette relation, il faut garder un espace à soi-même. Ne pas complètement s'oublier dans cette parentalité. Parce que c'est une tentation pour certains. La seule chose qui compte désormais, c'est le nid. Et j'ai vu, moi, du côté des papas passer des années et des années à construire le nid, construire la maison. Puis quand la maison est finie, la maman s'en va. En disant, tu m'as gonflé, quoi.
On a dû refaire les poutres, on a dû faire ci, on a dû faire ça. Et c'est bon, quoi. Mais j'ai tout fait. Vous vous souvenez de cette blague de Thomas Dansbourg, hein, j'ai tout fait, du père et de la mère. À la fin, il dit, j'ai 2 étouffés sur le canapé. Et chacun dit, j'ai tout fait. Il y a besoin d'espaces de ressourcement, et ces espaces de ressourcement, il y a une juste tension. Moi, par exemple, comme vous avez compris, le début n'a pas été forcément facile sur l'adoption de mes enfants. Et donc, j'ai fui dans le travail. Mais je ne m'en rendais pas compte. Parce que c'était socialement acceptable pour le papa de travailler tard, de faire des articles, de faire des gardes le week-end, d'en reprendre encore pour aider les collègues, etc. Et puis c'est vrai qu'au travail, il y avait la reconnaissance de l'ego. Enfin, cet ego qui était poncé, rincé, t'existes plus, t'avais plus de papa, t'as même plus de prénom. Et là, on te vomit sur tes fringues. Enfin, et là, d'un coup, je retrouvais ma blouse bleue de l'hôpital et j'étais docteur, médecin, reconnu, docteur Fouché. Oui, c'est moi. Alors que quand on vous dit papa, vous dites, ouais. Vous tournez même plus la tête, quoi. C'est automatique. Oui, si tu veux. Et donc, je me suis aperçu au bout d'1 an et demi que j'avais pas vu Nina se mettre à marcher. Je l'avais pas vu se mettre à parler. J'étais passé à côté de ça. Et si tu continues, tu seras divorcé à 45 ans. Arrête ce métier-là. Reviens dans l'arène du combat. L'arène du combat, c'est la famille. J'ai été très heureuse que tu changes de métier. Il faisait 90 heures par semaine. Et donc j'ai tout fait. C'est ça la conclusion. Oui, tu disais, effectivement, la société, la famille, pour moi, va représenter un sas entre l'individu aussi et la société. Et donc ça peut être le plus grand enfer comme le paradis, puisque l'individu a aussi parfois besoin d'un cocon protecteur, au moins en tout cas pendant l'enfance, et pas tout de suite d'être en contact avec la société qui peut parfois être très cruelle et désespérante, surtout peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant. Et donc, pour moi, la famille, ça représente un sas entre société et individu. Et il y a un risque... moi, ce qui me fait le plus de crainte actuellement dans la société, c'est qu'on dirait que la société voudrait délivrer un permis d'être parent. Donc on sent qu'il y a une normalisation qui est portée par certains pédagogues, par certains pédopsychiatres, voire même par certains juges dans la justice au vu des rendus qu'ils font sur certains procès. Et qu'il faudrait normer cette relation, et bientôt, peut-être on aura un permis d'être parent, et que ceux qui ne l'auront pas ne pourront pas avoir d'enfants, ou on leur prendra, je ne sais pas, c'est comment se fera l'évolution. Et donc je trouve ça très inquiétant, puisqu'en fait c'est une co-construction. Être parent, je ne crois pas que ça puisse s'apprendre dans un livre. Bien sûr, on peut lire des livres, essayer de ne pas commettre certaines erreurs. Moi, les livres m'ont surtout permis de réfléchir, mais j'ai jamais appliqué à la lettre, parce que, alors il y a telle méthode, puis après on vous donne une autre, et puis après on vous donne encore une autre. Alors quand on est jeune parent, au début on se dit, oulala, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a tellement de méthodes différentes, parfois contradictoires, parfois semblables, et donc on se sent un peu perdu. Et finalement, en fait, il faut juste peut-être écouter son cœur et s'inspirer, pourquoi pas. Lire ces lectures m'ont fait beaucoup de bien également. Ça m'a permis de me diriger vers ce vers quoi j'avais envie, de laisser tomber d'autres choses qui me parlaient pas à moi, et j'avais pas envie d'instituer dans ma famille, de reproduire dans ma famille. Et pour moi, le foyer, ce qui représente le foyer, c'est la table familiale. C'est d'être à table tous ensemble, qu'on mange pas, ça n'a pas d'importance. J'ai des enfants qui mangent difficilement, je ne mange que des légumes, ils n'en veulent pas, donc ça peut être très conflictuel. Mais finalement, c'est de se retrouver, c'est le plaisir de se retrouver pour ce moment social, l'acte social en fait, et familial, d'être autour de la table, et avec chacun qui a apporté sa pierre. J'ai pas envie de faire à manger toute seule pour tout le monde. Souvent, je fais à manger parce que c'est moi la maman et que on est quand même dans une relation plutôt genrée, donc c'est moi qui fais à manger. Mais je suis très contente de nourrir mes enfants. Mais je suis très contente aussi de le faire avec elles, de le faire avec mes enfants, et que chacun participe, apporte sa pierre. Qui va mettre la table et mettre un petit bouquet de fleurs, qui va aller chercher de l'eau bien fraîche après y avoir pensé, l'avoir mis au frigo, etc. Et donc chacun peut participer. Et c'est autour de cette table que va se dérouler finalement et se nouer les liens profonds de la famille, où chacun va pouvoir raconter
raconter son histoire, ce qui lui est arrivé dans la journée, puisqu'il y a un mouvement quand même continu de va-et-vient, on va vers l'extérieur. Il ne faudrait pas être enfermé dans cette famille, mais au contraire aller vers l'extérieur et revenir lors de ce temps de repas familial, rapporter qu'est-ce que tu rapportes du monde et comme beauté que tu peux nous partager, et donc de le partager tous ensemble en s'émerveillant d'être tous ensemble. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'en Provence, pour le Nouvel An, on dit si on n'est pas plus, qu'on ne soit pas moins. Et donc on pourrait déjà chaque soir autour de cette table s'émerveiller de ne pas être moins qu'hier en tout cas, et si possible être plus demain. On verra si un nouvel enfant apparaît. Et donc moi je mets beaucoup d'importance à la table familiale, et on remarque que dans les sociétés contemporaines, souvent c'est la première chose qui est attaquée, c'est le repas familial, chacun mange de son côté. Et j'ai reçu des amis de mes enfants qui sont arrivés à la maison et spontanément sont allés ouvrir la porte du frigo à 18h, et je leur ai dit mais que fais-tu? Et ils me disent je mange. Je lui ai dit ah non, mais chez nous ça se passe pas comme ça, hein. Il y a des horaires de repas familiaux, et donc c'est la maman qui décide de ce qu'on va manger. Tu vas pas prendre n'importe quoi. Je vais faire un repas et je t'appellerai quand ce sera le moment d'aider à venir mettre la table et de participer à ton tour à la préparation de ce repas. Mais tu ne vas pas manger tout seul, tu ne vas pas manger ce que tu veux, et ce sera un acte social où tu seras obligé de participer. Mais c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment une destruction, et notamment dans les sociétés anglo-saxonnes, et depuis très très longtemps dans les sociétés anglo-saxonnes, et on se demande ce qui... Du coup, moi, je me questionne qu'est-ce qui relie les individus d'une même famille dans des sociétés où on ne mange plus et où on ne partage plus le repas ensemble. Tu parles du repas, et j'ai parlé dans le 3e livre que j'ai écrit de la question des rituels, des refrains, des rengaines, des choses qui reviennent, des répétitions. Des répétitions comme structurant cette safe place, cet espace sacré dans lequel on peut se ressourcer. Ça peut être la prière du matin, ça peut être le biberon du soir, ça peut être le bisou sur le front, ça peut être le câlin, ça peut être tous ces moments qui sont répétés et répétés et répétés. Et parfois, ce sont des expressions qui sont répétées jusqu'à la nausée pour l'enfant. Il n'en peut plus que son père lui répète toujours la même chose. Moi, je me souviens, mon père me répétait « on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ». Parce que j'attrapais avec pas mal de vinaigre. Mais ça m'a beaucoup servi. Et mes enfants, maintenant, chaque fois qu'on voit la mer et que le soleil tape dedans, ils disent « Ah, papa va encore dire la mer cuirassée d'argent ». Parce que c'est dans Camus, dans Noces de Camus, et donc je leur dis à chaque fois « Regardez comme c'est beau, la mer cuirassée d'argent ». Et ça devient un jeu humoristique où elles viennent titiller encore l'ego. Ah, l'enfant est là aussi pour aiguillonner toutes vos certitudes, aiguillonner tout ce que vous pensez. Et plus vous leur répétez des choses, plus il va venir vous les rebalancer à la figure. C'est pareil, dit le chef indien Lakota, nous avait dit ça. Nous avait dit que dans un groupe ethnique qui est sain, celui qui est le chef, ou les hommes, sont sans cesse l'objet de colibets, de petites blagues, de plaisanteries amicales, pour rabaisser l'ego. Rabaisser. On sait tous que papa et maman, vous êtes les chefs, entre guillemets, de la maison. Mais vous allez voir, nous aussi on a notre place. Et petit à petit, cet humour va crescendo, cette contradiction va crescendo, jusqu'à la liberté. Ah mais c'est le but de ce voyage. C'est pas créer un nid fermé, c'est pas d'avoir des enfants qui bougent pas, c'est pas de les enfermer. J'avais pris l'exemple d'une combinaison de sumo gonflable. Dans une combinaison de sumo gonflable pour qu'ils tombent jamais dans l'escalier, parce qu'à la fin, ouais, ils tomberont jamais dans l'escalier. Ils vont rouler dans l'escalier avec leur combinaison de sumo gonflable et rigoler, mais ils sauront jamais monter un escalier. Et puis ils vont grandir, ils vont s'étouffer dans leur combinaison de sumo gonflable. Il y a un moment où les parents nourrissent les enfants, et il y a un moment où les parents empêchent les enfants de se nourrir. À ce moment-là, ne pas rester, ne pas lutter, partir. Les enfants doivent partir. Si le monde est trop confortable, enfin le nid est trop confortable, et le monde est trop dangereux, si le monde est sombre, opaque, rempli de Brigitte, et que par contre à la maison tout est beau et merveilleux, dans la sagesse éternelle. Tanguy va rester jusqu'à 50 balais. Hein. Aucune chance que vous arriviez à le foutre dehors. Donc il ne faut pas que le nid soit trop confortable. Et il faut y veiller. Et dans le même temps, il faut montrer ce grand écart, que le monde est merveilleux, qu'il est rempli de beauté, que de partout il y a des failles de lumière, que bien sûr il y a le mal. Il faut savoir le voir, il faut savoir le regarder en face et ne pas être lui. C'est la clé pour moi, hein, sur Satan. Satan, à la fin, est-ce que tu es capable de le regarder droit dans les yeux? Et je ne suis pas toi. Et tu es effondré au passage. Tu n'existes même pas.
c'est une vraie question sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Est-ce que je suis capable de regarder le mal frontalement et de passer à travers? Donc, on arrive à cette question du départ, de l'envol. Et je vous ai dit qu'il devait rester une part d'ego dans cette histoire d'être parent, parce que quand vos enfants s'en vont, il ne reste rien. Ben, ça y est, c'est bon. Le dessin de votre vie est comblé. Vous pouvez disparaître. C'est l'éveil, la mort. Mais peut-être c'est ça, c'est l'apprentissage. Dès le départ de la grossesse et de l'accouchement, tu vas mourir. Et c'est pas toi qui vas vivre l'aventure d'après. Tu ne peux pas vivre par procuration à travers ces enfants. Vous les connaissez, ces parents qui sont au bord du stade ou au bord du truc de hockey. Vas-y, gamin, vas-y, pas comme ton vieux compte-père, vas-y, tu vas gagner, t'es champion. Vas-y, passe le diplôme, tu feras normal sup, pas comme ton vieux compte-père. Vas-y, sois médecin, comme ton père. Ah d'accord. Il y a les deux. Il y a les deux syndromes. Vouloir faire vivre à son enfant par procuration ce qu'on n'a pas vécu et toutes ses frustrations, ou alors au contraire vouloir pérenniser de manière systématique ce qu'on a été, parce que rien d'autre ne peut exister. Vous avez peut-être remarqué que ces dernières semaines, des responsables politiques haut placés américains apparaissent avec des enfants publiquement. C'est sympa. C'est sympa parce que ça change un peu de la scène sataniste woke des Jeux Olympiques, quoi. Où il n'y a pas d'enfant, où le seul, on lui fait signe qu'il va se faire égorger, et puis où tout le monde est grimé en déguisement, comme si eux-mêmes étaient des enfants alors qu'ils sont des adultes, le tout dans une indifférenciation complète. Alors là, vous avez des choses différenciées. Les garçons sont des garçons, les femmes sont belles, ils sont des femmes. Mais les enfants, ils sont habillés en costume. Ils sont sur la tête de leur papa dans le bureau ovale. Ils sont en train de tweeter eux-mêmes pour la campagne de leur papa. Ah d'accord. C'est Slobodan Despot qui m'en a parlé avant-hier. Il me dit, mais regarde, se réétablit quelque chose de l'ordre d'une filiation dynastique. Ils sont en train de montrer les dauphins. Et les dauphins doivent assumer les responsabilités de leur père jusqu'au bout et poursuivre le même modèle. Ça, c'est une autre tentation, à mon avis néfaste, que de vouloir faire vivre à ses enfants et pérenniser l'empire exactement tel qu'il est. Et c'est une vraie tentation de vouloir d'être le Pygmalion de ses enfants et de vouloir les faire à son image, de les sculpter, de décider vous serez comme ça et pas autrement. Mais on a de la chance, l'enfant est toujours là pour déjouer ça. Et donc il va vous faire un bras d'honneur, quoi. Il fera médecine, ouais, c'est ça. Ouais. T'as raison, hein, je serai sculpteur. Et tu veux peut-être dire un mot là-dessus? Oui, bah déjà je peux raconter l'histoire humoristique du papa où on lui disait alors qu'est-ce que tu... Enfin, on parlait du futur et de l'avenir des enfants et je lui dis alors qu'est-ce qu'il veut faire et tout ça et il me dit oh il fera médecine et tout, il fera médecine. Je dis ah mais tu voudrais qu'il fasse comme toi? Il me dit non tu sais il y a beaucoup de spécialités différentes en médecine, hein. D'accord. Très bien. Non, pour rebondir sur ce que disait Louis de manière moins humoristique, je crois que la famille est creuset de l'altérité en fait. Puisqu'on pourrait toute sa vie ne rencontrer que des gens avec qui on a des affinités, avec qui on s'est trouvé des affinités en tout cas, ou qui sont un peu identiques à nous, qui ont les mêmes pensées, les mêmes opinions, etc. Et dans la famille, ben, justement, on va se heurter à ça, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas du tout être comme vous voulez qu'il soit. Et il va venir vous déranger avec des opinions autres. Chaque frère et sœur va être différent. Vous pouvez avoir des batailles parfois formidables d'opinions entre les frères et sœurs, avec les parents au milieu. Un maman, un papa, j'ai raison, non c'est moi, etc. Et donc c'est vraiment, on ne se choisit pas. Et on est relié par les liens de la filiation. Mais dans la mesure où on ne se choisit pas, on va vraiment être obligé d'expérimenter l'altérité jusqu'au bout. On ne va pas pouvoir être avec ses amis qu'on a choisis, parce que même au collège, bien qu'on soit dans une classe où on ne choisit pas tout le monde, on va quand même choisir de discuter ou d'être en amitié avec un tel plutôt que tel autre, et on peut ignorer superbement tous ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, et dans la famille, ça ne va pas être possible. Et donc, ça peut se faire pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il y a ce challenge, en tout cas pour moi, de l'altérité et d'essayer d'aller à la rencontre véritable de cet autre qui va être votre enfant, votre mari aussi, parce qu'on découvre que sur les principes pédagogiques, on n'est pas toujours raccord. Enfin, comme tous les couples, hein, pas nous spécialement, mais comme tous les parents, forcément, il y a des différences. Et c'est tant mieux également. Ça permet de s'inspirer. Tiens, pourquoi il a tel ou tel dogme que moi je vois pas où ça mène, et ça permet de réfléchir aussi sur soi-même et
et ce qu'on veut vraiment. Donc non, pour moi, la famille est vraiment le creuset de l'altérité, alors qu'on pourrait passer une vie avec ses followers qui suivent les mêmes fils de discussion sur les réseaux sociaux. On arrive doucement peut-être à la fin de notre intervention. Elle doit donner lieu à des discussions parce que, évidemment, comme on vous l'a dit, c'est un tout petit morceau d'expérience. Et on a ici, à travers cet énoncé, de parler de l'appel, de l'épreuve, frottement dur, de la tentation de la fuite, de la construction de la réponse, du nid, et puis de sa destruction, de la mort, et puis de laisser libre l'enfant. Et d'aborder les questions de la socialisation et de l'individuation, et une tension entre les deux qui se joue en plein dans cet espace sacré qui est construit dans le nid, et puis tous ces refrains, toutes ces rengaines qui vont nous accompagner une vie entière, et y compris quand les parents seront partis. Parce que certes, les enfants s'en vont, mais il y a un moment où les parents partent. Et là, que vous ayez 15, 8, 3 ou 60 ans, vous êtes orphelin. Vous êtes orphelin, et qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste pour m'accompagner sur ce chemin ? Et on se rend compte qu'il en reste beaucoup. Que plein de petits mots, plein de petites façons de voir le monde, plein de petites expressions, plein de petits moments. Et tous ces petits moments sont précieux. Ils sont banaux et précieux. J'ai dans la main de ma petite fille, et je suis un papa. Quelle aventure, quelle magnifique espérance. Et il va falloir que je la lâche, et qu'elle s'en aille. Tu veux dire encore quelque chose avant la chanson ? Ah oui, donc que la parentalité, c'est un chemin où il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc, où il va falloir du ni trop peu, ni être démissionnaire, ni être enfermant, pour qu'à la fin, l'être qui est venu à votre rencontre s'en aille. Et il y a cette chose qui est fascinante, c'est qu'on pourrait dire que finalement la famille, si on vous apprenait à être le meilleur pédagogue, à être le meilleur parent du monde, etc., finalement on pourrait élever les enfants dans un orphelinat avec tous ces gens qui seraient les meilleurs du monde. Et pourtant, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. La famille semble être un lieu avec une certaine magie, une certaine beauté, parce que tous les gens qui n'ont pas de famille cherchent une famille. Et c'est peut-être ce qui m'apporte un grand bonheur au quotidien, c'est que des personnes qui sont dans des situations familiales parfois difficiles, en fait, on sent qu'ils viennent à la maison chez nous se ressourcer et profiter de cette aura, de cette ambiance familiale qui aussi leur fait du bien. Et donc j'ai beaucoup de gens à nourrir à la maison et beaucoup de chambres à faire. Mais je suis vraiment honorée en fait de ces témoignages qu'ils me font du fait que ma famille est accueillante et qu'on a réussi peut-être quelque chose. Il reste un mot en creux. Carole veut que je chante pour qu'à la fin que je me taise. Sinon je peux parler. Mais il y a un mot qu'on n'a presque pas dit et qui pourtant est en filigrane de l'ensemble de cette conférence. Vous avez compris que pour nous, peut-être la seule chose importante, c'est la réelle présence. Être là. Et être là, pourquoi ? Pour un amour inconditionnel. Parce que je ne t'aime pas si tu fais ça, je ne t'aime pas si tu es ça, je ne t'aime pas si tu as tel résultat. Je t'aime. Quoi qu'il arrive, de toute éternité, pour toujours. 3, 4. Les premiers pas, main dans la main, les mots tout bas dans les chemins creux de terrain. Puis la vie qui donne la vie, par le ventre arrondi, ton cœur et mon cœur ébloui, par Marguerite, par la Margot, la reine, la fleur, la pépite, la lune pleine est là sur son premier sommeil, sentinelle céleste sans guérite, veille à l'infini sur la petite. Et toi, soleil, le cœur
du ciel, donne tout l'or de ton miel à Marguerite, à la Margot, la reine, la fleur, la pépite. Vous avez compris, hein, ça commence par un truc un peu grivois, hein, le premier couplet. Hein. Creux, des chemins creux de terrain, tout ça, puis un bébé qui arrive. Puis après, la cosmogonie qui naît, le soleil, la lune, tout est recomposé. On repart de tout début, l'univers se recrée. Et qu'est-ce qui restera? Comme une mer au loin enfuie, si toute mémoire un jour me trahit, que reste en moi au moins ton premier cri. Oh Marguerite, oh la Margot, la reine, la fleur, la pépite. Oh Marguerite, oh la Margot, ma reine, ma perle, ma pépite. Alors c'était la chanson qu'on chantait pendant toute notre traversée en bateau en attendant Nina. Et c'est marrant, enfin on l'a chantée, enfin j'ai poussé Louis à la chanter même si je chante très mal, mais j'aime beaucoup chanter même si je chante très faux. Parce que je trouve qu'il y a une vibration horizontale qui monte vers quelque chose de plus grand et qu'on devrait quand même être incité à chanter même si on chante très mal. Donc je fais cet effort ce soir. Moi-même, je me challenge. Et c'est rigolo parce que comme on parlait de la conférence, on chantonnait toutes les deux cette chanson-là. Parce que ça devait nous rappeler notre première grossesse à tous les deux. Et donc j'ai dit, bon, il faut qu'on la chante. Voilà, c'est évident. Voilà. Et donc, merci. Liliane, t'as un micro? Il y a des jeunes au fond, peut-être, on va voir s'ils veulent faire des bébés. Hein. Ouais, c'est ça. Avant de passer le micro, je vais quand même vous remercier infiniment parce que c'est tellement, mais tellement bienfaisant ces soirées avec vous, de se retrouver comme ça dans cette humanité essentielle et profonde dont on a pu penser que c'était pas fondamental. Et puis, merci de nous rappeler que ça l'est vraiment. Merci Liliane de nous avoir fait travailler sur ce sujet. Comme je vous ai dit, pour moi, c'était plus facile de faire quelque chose de technique. Et à partir du moment où j'ai repris mon brouillon pour essayer de savoir qu'est-ce qui pouvait être important dans tout ça, comment préserver l'intime tout en essayant de trouver quelque chose d'un peu universel dans cette expérience, j'ai repris conscience. Liliane, en permanence, nous emmène sur ces architectures invisibles importantes, sur qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est précieux, pour être banal et précieux. Et c'est pas de lutter contre tout ça. Tout ça, ça n'a pas d'importance presque. Mais voilà, ça en a. Non, mais tu as raison, c'est très difficile de faire ce type de conférence, bien plus que faire un exposé technique sur telle ou telle technologie, qu'elle soit vaccinale ou d'autres en médecine. Et ça remue vraiment, enfin, personnellement, ça m'a beaucoup questionné et ça m'a remué vraiment avec parfois les larmes aux yeux. On se souvient des moments difficiles et comme on se souvient des belles choses. Et voilà, on écrit son petit carnet de ces beaux souvenirs à la fois. Et donc, merci Liliane d'avoir fait remonter tout ça. D'autant plus que c'est un moment, je vous ai parlé de la parentectomie et de la révolution, etc. Mais on a vu des gens se battre dans un couple ou entre parents et enfants, entre grands-parents, petits-enfants, alors que chacun s'est ôté le bien de l'autre, probablement, avec une incompréhension mutuelle, une impossibilité à se retrouver, et pris par cette tierce personne qui était le bruit médiatique de la propagande. Et une grosse partie de ce qu'on a fait, c'était d'essayer que les gens puissent se reparler au sein même de ces familles. On a peut-être entendu ça souvent dans le Conseil scientifique indépendant, m'entendre dire le but, c'est pas le scoop, c'est pas de mettre des gens en prison, c'est pas de pendre les gens, c'est qu'on puisse rediscuter avec son beau-frère, rediscuter avec sa maman, autour de ce prétexte que serait le Conseil scientifique indépendant, qui certes ne dira pas tout, mais qui pourrait créer une safe place commune où on peut se retrouver. Donc je crois que
Je l'ai dit plusieurs fois, on aura fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où les couples se reparleront, les enfants reparleront à leurs parents et les beaux-frères reparleront à leurs frères. Oui, depuis 2 ans, moi j'ai remarqué que notamment, bon, je parle de la ville d'Annemasse puisque j'y habite, les gens n'ont plus le même regard de l'autre. Il y a soit une peur, soit on baisse la tête. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur sur l'avenir d'abord, parce que je ne sais pas comment la société tourne et va tourner. On ne sait pas non plus, ni politiquement, ils nous parlent de guerre. Enfin, d'abord, je ne parle pas des médias plus que ça, parce que j'en aurais pour des heures. Mais c'est vrai qu'il y a, au niveau rien que de la population, cette crainte que je ressens. Quand je croise quelqu'un, tout de suite, je me dis, putain, mais c'est pas possible, je lui fais peur. Enfin voilà, c'est un petit peu ma crainte aujourd'hui, c'est ce qui se passe là. Merci de votre témoignage. Il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais ajouter quelque chose ou enluminer ce que vous avez dit. D'une part, l'idée de crainte ou de peur. Si c'est la peur, le moteur dans une famille, c'est foutu. À mon avis, c'est foutu. Parce que vous pouvez passer votre vie à avoir peur pour vos enfants. Et j'ai entendu de très nombreux témoignages de gens dire « Qu'est-ce que je peux faire pour ma fille ? Elle a été vaccinée, etc. » Vous ne pouvez rien faire. Elle est grande, c'est sa vie, c'est son chemin. Vous pouvez juste être là. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Et être dans cet amour dont j'ai essayé que ce soit la conclusion de notre intervention. Parce que vous lui dites qu'il faut prendre tel ou tel médicament, mais elle va le rejeter encore plus, probablement. Vous lui dites qu'il faut penser ci ou il faut penser ça. Non, c'est son chemin à elle. J'ai souvent eu des enfants de médecins me dire « Mais elle est médecin, alors elle pense qu'elle a raison, etc. » Bah oui, heureusement, quoi. Sinon, et si vous essayez de lui expliquer la médecine, alors qu'elle a fait médecine justement pour échapper peut-être au fait que vous l'emmerdiez sur ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous, ce ne sera pas possible. Donc c'est la première chose. Je pense que d'aborder les questions des relations sociales, familiales, par le prisme de la peur, à mon avis, n'est pas le bon morceau. Il vaut mieux l'aborder par le prisme de l'humour, par la recherche d'espaces communs de recharge d'énergie collective, comme on est en train de le faire aujourd'hui, parce que finalement cette conférence est un prétexte. Elle est une célébration collective pour qu'on recharge tous nos batteries et qu'on reparte avec la Tesla gonflée à bloc sur les routes, quoi. Et parce que vous ne retiendrez pas, et nous non plus, la plupart de ce qui a été dit, mais l'impression générale qui s'est détachée. Et cette impression générale, ce qui va se dégager de cette célébration collective, va donner des ressources imprévues pour ce qui va se passer après. Et ça a été mon étonnement, c'est d'essayer d'expliquer à des gens des choses sur les vaccins, etc. Puis que dalle, quoi. Puis de l'autre côté, célébrer avec eux, passer des bons moments à discuter de choses extrêmement banales, comment vont tes enfants, la nature, oui, le clan, le temps, on ne parle pas de climat. Juste, et puis de l'autre côté, voir la baisse de la tension qu'ils subissaient totalitaire, et de voir que dans cet équilibre entre la tension et le stress qu'ils subissaient et l'énergie qu'ils avaient à disposition, dès que l'énergie dépassait un certain seuil, ils étaient capables de voir des choses à nouveau et de les résoudre. Comme si on ne pouvait faire face à des problèmes que si on est capable de les résoudre. La vie avec un grand D est bien faite. C'est un moine qui m'avait dit ça, hein, la vie avec un grand D. Ouais. Et sous-entendu Dieu. Fait bien les choses. Il ne vous confronte aux épreuves qu'à celles que vous êtes prête à traverser. Sinon, vous ne les verrez même pas. Il n'y aura même pas de problème. Et donc, plutôt qu'informer les gens autour de nous, c'est plutôt les faire remonter en énergie. Et un des enjeux, c'est peut-être d'aller passer plus de temps dans la nature et avec les enfants. Parce que ces temps-là, justement, rechargent les batteries de manière très importante. Et ça a été une grande chance dans ce qui s'est passé ces dernières années. C'est pas un hasard si Liliane nous fait parler de ça. C'est qu'au fond, c'est le couple et la famille qui ont donné l'énergie nécessaire à ce qu'on accomplisse ce qu'on avait à accomplir. Rien d'autre. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que je n'ai pas exactement la même expérience que vous sur la rencontre avec les autres. Je perçois cette crainte de l'autre, mais de manière paradoxale, une envie de la rencontre. Et comme un inconfort, une timidité, une difficulté à oser faire le pas de rencontrer l'autre. Et donc, personne n'ose et chacun reste dans son coin. Mais comme si dans notre société, il y avait une nostalgie de la famille et une nostalgie du village. Et ces deux nostalgies-là sont des nostalgies, c'est-à-dire qu'on peut rester à dire qu'il y avait un âge d'or, et puis, ou on peut essayer de les recomposer. Des lieux comme ici, des collectifs comme il y en a un petit peu partout, comme Isabelle en fait, du côté de Thonon ou ailleurs, sont justement ces espaces-là où les gens peuvent se retrouver
Et il y a beaucoup qui l'ont dit, sont retrouvés dans des familles d'âmes. Ils ont retrouvé des gens avec qui ils pouvaient parler de tout au cours du Covid, presque plus qu'avec leur propre famille. Mais ça, c'est pour recharger les batteries, parce qu'il va falloir retourner dans sa famille. Parce que ça, c'est inconditionnel, vous ne les choisissez pas. Et faut y aller quand on est prêt, quoi. Et le temps est un bon allié. Je vais juste donner 2 exemples pour aller plus loin sur ça. Dans la rue, on donnait des petits gâteaux de Noël aux voisins tous les ans, faits par les enfants, avec les petites formes, vous savez, les emporte-pièces, un petit sapin, un petit renne, je sais pas quoi. Et, tout le monde trouvait ça trop mignon. Ça. Voilà, tradition de Noël. Et le Covid est passé par là, tout s'est arrêté, tout ça. Et puis en 2021 ou un truc comme ça, on décide de le refaire. Les voisins n'étaient pas sans ignorer nos positions sur la question du Covid et de la société en général. On n'avait pas besoin de leur dire pour qu'ils le sachent. Parce qu'en plus, on vit dans un ghetto de médecins, donc tout le monde est médecin, donc tout le monde est bien au clair. Et puis, on toque à la porte, les enfants toquent, et d'habitude, on déposait juste. Là, on voit 2 personnes masquées et qui sont là. Attendez, on n'a rien prévu. Entrez. On va faire des crêpes. Sors le jus d'orange, etc. On voit BFM en énorme dans le fond. Ils éteignent BFM. Miracle, incroyable, quoi. Les gâteaux de Noël ont des vertus imprévues. Et puis, ça devait durer 5 minutes. Non, restez encore un peu. Les masques tombent et on recrée du lien. Et ça, on l'a vécu. C'est pas un fantasme. Hein. Et donc, ça veut dire que c'est là. Ça nécessite qu'un tout petit effort. Aller porter des gâteaux à l'emporte-pièce, puis envoyer les enfants devant, parce que c'est bon. Oui, non, tu as parfaitement raison, mais c'est un travail, je pense, de fond. En réalité, de qui vous êtes, je pense que c'est une reconnaissance de qui vous êtes. J'ai eu plein de témoignages, alors que j'étais pas du tout d'accord avec sur le Covid. Hein, il y a eu effectivement des scènes difficiles entre collègues sur ce sujet-là. Et pourtant, aucun n'a jamais réussi à me planter un couteau dans le dos et à garder en mémoire parfois des choses insignifiantes que j'avais pu faire, qui moi me paraissaient insignifiantes, mais qui en fait tombaient au bon moment pour eux. Le bon mot au bon moment, l'attention marquée à l'autre. Un tout petit geste, oui, ce jour-là, tu m'avais dit que, je m'en souviens, ça m'était sorti de la tête, mais c'était juste que j'avais fait attention. Et donc, je crois que si on fait toujours attention à l'autre, même si on n'est pas d'accord, même si on peut affirmer sa position, sa propre posture, etc., mais le reste, voir à chaque fois quand même, considérer son humanité de l'autre, c'est vraiment très important. Et je crois que ça désamorce en fait tous les conflits, ça désamorce la guerre. Et c'est ce qui fait que dans notre rue, certains voisins, bien qu'ils ne soient absolument pas du tout d'accord avec nous, eh bien, je sais qui c'est, mais ils l'ont fait de manière anonyme. Hein, ils l'ont fait, comme il est dit dans la Bible, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Et ils nous ont pendus sur notre grillage, pendant qu'on était suspendus tous les deux et qu'on ne gagnait plus d'argent, des gâteaux pour les enfants presque tous les matins. Et donc on trouvait ça de manière anonyme. Et on savait très bien que dans la rue, personne n'était de notre avis. Et donc ils ont aussi eux-mêmes su garder une humanité et dire on n'est pas d'accord avec eux, mais quand même ils sont dans une situation difficile et donc on va faire un geste d'humanité vers eux. Et ça, je le garderai toujours dans mon cœur. Alors je sais qui c'est, hein, mais j'ai deviné. Mais je remercie beaucoup pour ces micro-gestes effectivement qui sont importants au quotidien. Déjà, je vous remercie infiniment pour votre partage qui était très touchant. Je suis maman d'un petit garçon et du coup, j'ai plein de questions aussi de comment bien faire, de comment bien accompagner avec toutes ces étapes. Et je me posais une question par rapport à tous les enjeux, les challenges par rapport à l'éducation, l'école, tout ça. Quelle solution vous avez trouvé pour accompagner vos enfants dans un système qu'on sait aujourd'hui pas les mener en tout cas vers cette liberté d'être et... Oui, ça commence de plus en plus tôt. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas seulement l'école, mais c'est dès la naissance et ce qui va se passer ensuite. Et on reçoit de très nombreux messages de parents qui disent qu'est-ce que je fais vis-à-vis de la santé publique. On se comprend entre les lignes, quoi. Hein. Et c'est pas simple de dire il faut transgresser, il faut dire non, etc. Et de donner des moyens pratiques. Je pense que ça ne peut pas venir de l'extérieur. Et par exemple, des gens nous ont demandé des faux pendant le Covid. À de nombreuses reprises, et moi j'ai dit réfléchis bien, redemande-moi, repose-moi la question, mais là tout de suite moi c'est non,
parce que je pense que c'est toi qui dois le trouver de la façon dont tu veux, etc. C'est ton chemin. Et est-ce qu'il faut que tu fasses un faux ou est-ce qu'il faut que tu dises non réellement, etc. Je vois qu'actuellement, il y a une sorte de prudence à avoir avec le système, que le logiciel de parentectomie dont j'ai parlé au début est vraiment dominant. Aujourd'hui, on cherche à vous séparer de vos enfants le plus tôt possible, que ce soit par la crèche, que ce soit par la santé publique, que ce soit par d'autres façons. Donc, et que ça rigole pas. C'est-à-dire, si vous avez le malheur de ne pas être d'accord, on va vous séparer pour de vrai, quoi. L'ASE va arriver et il y a plein d'histoires comme ça. Nous, on a été confrontés à plein d'histoires comme ça. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans un moment extraordinairement crispé. Ces moments-là ne peuvent pas durer pour l'éternité. Ça, c'est déjà une chance. Et donc, il faut réussir à tenir, à passer entre les gouttes. La dissuasion, l'intimidation, puis la réalité pratique, c'est que c'est toujours possible de passer entre les gouttes. Et que donc ça c'est voilà. Les enfants sont scolarisés. Vous faites l'école à la maison, vous avez trouvé une école alternative. Enfin, c'était un peu cette question où s'ils sont scolarisés, comment vous les accompagnez? Tu veux répondre peut-être? Alors nos enfants ont toujours été dans le système scolaire privé, mais pas alternatif, privé sous contrat, donc qui respecte les programmes scolaires, etc. Les choix ont été faits sur les personnes. On les a mis là parce qu'on pensait qu'il y avait des personnes qui prenaient vraiment soin des enfants, un peu comme on le pensait nous. Faire l'école à la maison, c'est un choix. Hein. Moi, personnellement, j'avais pas du tout envie de devenir le professeur et le pédagogue de mes enfants, même si j'enseigne par ailleurs à l'université, donc ça peut être paradoxal, mais en fait, je suis leur maman. J'avais pas du tout envie de devenir leur prof et de leur faire des cours. Donc, je leur apprends certainement plein de choses d'une autre manière, par porosité, par le fait de leur parler, d'échanger avec elles, etc. Mais j'avais pas du tout envie de faire des cours et de faire le cours de grammaire ou le cours de maths. Donc pour moi, la question était plutôt de trouver un établissement qui soit plutôt dans la même lignée que moi, mais ce qui n'empêche pas de prendre des précautions. Je pense que les parents ont un rôle à jouer en réalité, d'aller dialoguer avec l'institution de manière presque quotidienne, enfin en tout cas à chaque fois qu'un sujet se pose, et de ne pas laisser faire, tout simplement, de rappeler aussi des lois qui existent et qui sont là pour protéger les enfants, donc notamment sur l'éducation à la vie sexuelle et relationnelle. Et c'est vrai que je me sens souvent seule, en fait, d'être la seule mère qui prend rendez-vous, pose la question peut-être délicate le jour de la réunion, mais le but, c'est plutôt d'engager un dialogue. Je crois qu'il faut vraiment, comme le disait Louis, c'est toujours essayer de faire un dialogue. Et finalement, on découvre que, vous savez, dans ces établissements-là, les gens ne sont pas tous non plus favorables et parfois ont les mêmes opinions que vous. Et donc, ça peut les aider aussi de se sentir soutenus par les parents. Et donc, retravailler ensemble ce qu'on veut faire avec nos enfants. Il faut qu'on le travaille avec l'équipe pédagogique. Si les parents deviennent contre l'équipe pédagogique, c'est très ennuyeux. Donc il vaut mieux choisir des gens qui déjà ont un peu les mêmes vues que vous, et deuxièmement, ne pas hésiter à aller les voir et aller discuter et dialoguer avec eux, leur poser des questions, etc. Alors c'est vrai que c'est plus confortable quand vous êtes nombreux. En général, je suis seule, donc c'est particulièrement inconfortable. Mais peut-être vous pouvez trouver des autres mamans qui se posent les mêmes questions. La question que tu poses, elle est relative à l'école, mais à tout le système institutionnel en général. L'école est malade, la monnaie est malade, la politique est malade, les médias sont malades. Tout le système institutionnel est raidi de manière totalitaire sur un bateau qui est en train de s'écraser sur les rochers, et tout le monde est cramponné au mât, alors qu'il ne tient plus à rien, et qu'il n'y a plus de voile, qu'elle batte en lambeaux dans la tempête. La question est, est-ce que vous quittez le navire, mais dans ce cas-là, vous allez sauter dans l'eau au milieu de la tempête, là. Et, mince, c'est pas simple, ça. Il faut savoir très bien nager et très bien se débrouiller. Dit autrement, si vous essayez de faire l'école à la maison tout seul, vous avez intérêt, c'est sacrément des merdes. Et si vous sautez à plusieurs, vous entraidez, que vous avez déjà un peu des gilets de sauvetage, vous prenez quelques espars, des morceaux de bois qui traînent, etc., puis vous en faites un radeau, c'est déjà plus facile. Si vous prenez le temps de construire une chaloupe, parce que vous avez trouvé un recoin sur le bateau qui était encore à peu près safe le temps que vous arriviez à partir, à mon sens, c'est encore mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pense pas qu'on puisse être frontalement contre le système institutionnel. Je l'ai dit plein de fois, j'ai dit les gens qui décident de notre destin actuellement
ont tout le pouvoir monétaire, tout le pouvoir judiciaire, tout le pouvoir législatif de passer toutes les lois qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, en les votant comme ils veulent. Tout le pouvoir exécutif. Ils peuvent vous envoyer des LBD dans la gueule, ils peuvent... Aucun problème. Tout le pouvoir médiatique et propagandiste. Ils créent l'histoire à mesure telle qu'ils ont envie de la faire. Et la non-violence n'est pas une option. C'est la seule option. Vous ne pouvez pas faire l'économie d'aller faire quelque part, dire « Ok, il va falloir que je discute avec vous et que j'essaye de souffler sur les braises de ceux qui ne sont pas d'accord à l'intérieur de ce système. » Chaque fois que vous ouvrez votre gueule en tant que parent d'élève, par exemple à l'école, en disant « Bon, le ARS ou les VARS, vous savez, ces programmes scolaires sur la vie relationnelle et sexuelle, on en parle ?» avec la directrice, avec les instituts, avec les autres profs, vous prenez votre téléphone, vous appelez les autres parents d'élèves, vous dites « Bon, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut se faire une petite réunion ?» Chaque fois que vous faites ça, vous soufflez sur les braises de ceux qui ne sont pas d'accord. Vous allez convaincre personne. Hein. Ceux qui en ont rien à foutre, ils continueront d'en avoir rien à foutre. Ceux qui sont dogmatiques et qui sont pro ce truc-là, seront pro ce truc-là. Par contre, tous les gens un petit peu lâches, qui jusqu'ici étaient bons, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, eux d'un coup vont se dire « Mais en fait, je suis pas seul, je suis pas fou. » Vous l'avez entendu ça ces dernières années. Je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, vous êtes extrêmement nombreux. Vous êtes les 90% prêts à renverser ce système. La question, c'est de regrouper les gens. Et donc, voilà, pour moi, le travail, évidemment, il y a un premier tamis à faire. Si vous allez à l'école, vous demandez rendez-vous avec le directeur d'école pour discuter, il vous reçoit même pas. Bon, bah, ok, ça sert à rien. Il vous reçoit, mais il a les pieds sur le bureau, et il fait ah, qu'est-ce que vous voulez, et il s'en fout. Vraisemblablement, il est alcoolique et pédophile. Je veux dire, vous allez le savoir vite. Si dans le lycée ou le collège où vous êtes allé, c'est les premiers à avoir mis en place des séances d'éducation à la vie sexuelle avec un groupe de tordus. Bon, bah ça va, vous avez la sélection, quoi. Vous pouvez appeler petit bonhomme et lui dire, vous mettez un point sur ce truc-là, vous savez, quoi. Donc là, c'est niette, bien sûr, vous protégez votre enfant. Par contre, vous tombez juste sur l'établissement standard. Ben là, c'est une question de personne, encore une fois. C'est pas une question est-ce qu'il est dans le public, est-ce qu'il est dans le privé. Vous avez des écoles de village publics qui sont formidables. Vous avez des structures privées qui apparaissent bien sur le papier et qui sont complètement inféodées au système. Donc ça n'a même pas à voir avec ça, ni avec la question de pognon, de combien de pognon vous allez mettre sur la table. C'est quelle personne vous avez rencontrée. Et là, c'est un retournement intérieur. C'est est-ce que j'ai l'intuition, quand je rencontre quelqu'un, je sais si c'est juste ou c'est pas juste. Ça, on l'a tous, et notamment les enfants l'ont très très bien. Nous, quand on fait venir des gens à la maison, parfois les enfants, ils vont direct. Parfois, elles viennent dans nos jupes, entre guillemets, j'ai pas de jupe, hein, enfin, vous avez compris, on est genré, quoi. Viennent dans nos jupes, voilà, il faut remettre les choses en place, puis après, hop, ça se libère. Parfois, directos, elles se mettent à jouer avec la personne. C'est complètement intuitif. Et c'est toujours juste. Donc, et des fois, elles ne l'acceptent pas du tout. Hein. Oui. Donc, mais je pense qu'il y a aussi être force de proposition dans cette action, notamment pour... Enfin, finalement, si on considère cette matière qui nous travaille en ce moment et pour nos enfants qui nous inquiète, finalement... Moi, quand je suis allée en parler, j'ai dit oui, effectivement, on peut aborder des sujets très intéressants. Pourquoi on n'aborde pas qu'est-ce que c'est la relation, comment on ne se sert pas de l'autre. Enfin, il y a plein de choses très, très intéressantes à aborder. Et finalement, leur proposer un programme, moi, j'aurais parlé de ce que je pensais utile de transmettre aux enfants sur le sujet. Et finalement, ça s'est terminé que c'est une sage-femme que nous connaissons qui va... Enfin, ils étaient contents de savoir que je pouvais leur trouver une sage-femme qui répondra aux questions, parce qu'eux-mêmes sont parfois désemparés. Et donc, de les aiguiller sur, tiens, est-ce que ça vous dirait pas qu'on parle de qu'est-ce que c'est qu'une relation sincère à l'autre? Enfin, il y a plein de sujets abordés dans cette matière. Et de trouver des gens qui vont, en fonction de l'âge de l'enfant, être très précautionneux et répondre à leurs questions d'une manière très adaptée. Et on peut les trouver soi-même, et souvent, ça peut marcher. Hein. Moi, voilà, vous voyez, l'expérience, c'est que à la fin, c'est votre programme peut-être qui sera fait au lieu du programme décidé par d'autres. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, parce que très souvent, nos peurs sont en miroir ce qu'on n'a pas fait ou pas investi. Là où on n'a pas osé mettre de l'énergie et pas traverser le monstre. Le monstre, il est toujours là pour garder le royaume. Il est à la limite des terra incognita et des terres connues, pour justement nous empêcher d'aller visiter les terres inconnues. Et donc, on va le rendre de plus en plus grotesque, de plus en plus grandiose, de plus en plus de grandes dents. La plupart des monstres, c'est ça. Et donc, quand vous dites le ARS, tous ces groupes qui vont venir laver le cerveau de mes enfants avec des conneries et tout ça, ne vous inquiétez pas, on lave le cerveau de vos enfants avec des conneries à longueur de temps à l'école. Hein. Et c'est pas que le ARS. Hein. C'est le changement climatique, c'est demain il n'y aura plus d'eau, c'est sans cesse, sans cesse. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'essaie de lutter contre cette chose en face, ou moi je regarde en miroir, qu'est-ce que je n'ai pas investi? Ah d'accord,
je prends un exemple. Une petite fille qui a 14 ans et qui devient une petite femme. Qu'est-ce qui l'accueille dans le monde des femmes? Il y a des groupes de femmes pour dire viens, on va te montrer ce que c'est chouette d'être une femme, les mystères du monde, j'en sais rien, je sais pas, vous avez compris, hein, j'ai pas de jupe, mais pour montrer ça, pour dire mais c'est beau d'être une femme. Et tu crois que c'est les hommes qui ont le pouvoir? Mais attends, regarde, t'inquiète, vous avez compris que c'est Carole hein, qui joue au Muppet Show avec moi. Hein, et c'est comme ça tout le temps. Et de tout temps, ça a été comme ça. Même si elle n'était pas reine, elle décidait quand même de ce qui se passait et de ce que le roi décidait. Et ça, là, on a un pouvoir d'agir. Donc il faut qu'il y ait une alternative. C'est-à-dire que pour les garçons, il y en a un petit peu. Aller faire du karaté, d'aller faire des aventures, etc. Il y a un peu l'épreuve initiatique. Ah, tac, c'est la question de l'épreuve initiatique. Est-ce qu'on a balisé des épreuves initiatiques qui permettent à l'enfant de sortir de l'enfance, de sortir de la famille, pour aller vers plus grand, participer à la société, etc. Pour le moment, c'est complètement défaillant et déficient. À nous de le faire, au travail. Oui, donc, puis les enfants souffrent du fait de ne plus avoir de pédagogues qui prennent leur rôle. Je vois avec des étudiants qui ont plus de 20 ans. Hein, et finalement, c'est quand je mets un peu des limites, que je suis un peu dure ou que je les stimule, que ça fonctionne le mieux, tout en étant à la fois aussi parfois maternelle dans certains instants où je sens qu'ils ont plus besoin d'une présence maternelle, d'écoute, d'empathie qu'ils n'ont pas en fait. Et ils sont évidemment très esselés. C'est, la jeunesse souvent me tire des larmes quand je vois les jeunes parce que alors ils ont plus des élans de vie, ils sont dans une société mortifère qui leur explique que de toute façon on va droit dans le mur, que bientôt il fera 50 degrés sur Terre, qu'on pourra plus survivre, qu'il y aura plus d'eau, que tout est pollué, etc. C'est effectivement se projeter dans ce monde-là, que ça va être la guerre. Maintenant on leur fait peur avec la guerre mondiale, avec les virus, avec tout. Donc on les a plongés dans une anxiété dramatique et donc il faut vraiment reprendre, en tout cas pour les adultes qui ont un certain âge, reprendre son rôle en disant je vais te rassurer, tout va bien, on peut vivre dans ce monde, on peut y voir de la beauté et il ne faut pas être en dépression parce que pour l'instant ils sont tous très 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 dépressifs et très très abîmés, et notamment tous ceux qui ont vécu les confinements. Et c'est ce que racontent les professeurs avec qui je discute, j'ai beaucoup de stagiaires, donc je rencontre leurs professeurs, et leurs professeurs me disent oui, il faut être indulgent parce que les confinements les ont beaucoup abîmés. Je leur ai dit oui, mais que n'en avez-vous parlé à l'époque? Parce que moi, j'ai pas entendu beaucoup de monde en parler. Donc ce serait bien la prochaine fois de prendre soin de ces jeunes qui sont très très abîmés aujourd'hui. Sur cette question-là de la peur, en France, au début de chaque année, parfois plusieurs fois dans l'année, il y a des simulations d'attaques terroristes pour les enfants. Et peut-être vous avez eu vent qu'ils sont mis sous les tables et ils doivent attendre les ordres. C'est-à-dire qu'ils doivent rien faire. On pourrait se dire 30 enfants se jettent sur le terroriste, lui mordent les couilles. On en perdra peut-être un, mais enfin versus la classe entière, ok, on s'est débarrassé du gars, quoi. Ou on fait quelque chose pour sortir par la fenêtre. Non, que nenni, tu attends les ordres et tu restes sous la table. C'est un conditionnement généralisé à être du bétail, à être un cheptel. C'est l'endroit où il faut jouer à l'escape game. C'est qu'aujourd'hui, c'est le jeu principal, escape game. Comment je m'enfuis de la matrice. Et tout est escape game partout. C'est intéressant quand même. Nous, on a fait une œuvre d'art qui s'appelle Escape Game, justement, parce qu'on s'est dit, mais on est globalement dans un escape game. C'est quoi un escape game pour ceux qui s'y seraient un peu lâchés? Voilà, vous savez, parce que je ne savais pas non plus. Hein. Mais en gros, c'est Fort Boyard. Vous rentrez dans une pièce, il y a une clepsydre, il y a un temps défini, vous devez trouver une clé et réussir à vous carapater. L'escape game de Happy Collapse, Apocalypse à l'envers, hein, Happy Collapse à chacun, effondrement joyeux. Vous êtes enfermé dans un parking avec des gaz d'échappement à fond la caisse, une lumière rouge qui clignote, le truc arrive, et vous devez réussir à sortir. Puis si vous sortez, vous gagnez une Kalachnikov et un livre Permaculture qu'aurions-nous dû faire. Et voilà, c'est sympa. Aujourd'hui, c'est ça les escape games. Il y en a partout. Tout est escape game, les jeux eux-mêmes, les jeux vidéo, etc. Tout est escape game. Ça, c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose de notre société. Comment on gratte jusqu'au bout pour réussir à passer à travers les mailles du filet. Donc sur le ARS, c'est comment on gratte
on lit le programme jusqu'au bout. On connaît par cœur le truc. On sait ce qui est défaillant, on sait ce qui n'est pas, on sait ce qu'on peut reprendre, on sait quels endroits précis il faut critiquer, et pas dans son ensemble. Parce que si vous arrivez, vous dites c'est globalement de la merde, tout le monde va dire ouais, il nous gonfle celui-là, c'est encore un réac, je sais pas quoi. Alors que vous dites tac, page 42, il y a tel truc, ça va pas. Là, vous êtes précis. C'est exactement la même chose pour les vaccins. Et qu'est-ce qu'on a essayé de dire? Vous êtes anti-vax? Non. Moi, j'ai lu les AMM conditionnels des ARN messagers. Je sais ce que c'est. Ça et ça. Et là, vous êtes précis, vous arrivez à passer à travers. Donc, mon idée, c'est que sur tous les monstres qui nous font peur, il faut y aller en face. Et ça, c'est mon éducation. Et on revient sur la question de la famille. Ma maman, un jour, je lui ai dit, j'ai peur des punks et tout ça, je sais pas, et des skins. Parce qu'il y avait des skinheads à côté de chez nous et des punks. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a emmené les voir. Elle a dit, bah viens. Ça va pas ou quoi? T'es folle? Bah si, elle m'a traîné. Je veux pas y aller, j'ai peur. Ouais, c'est ça, tu viens. Et on a commencé à discuter avec les punks et les skinheads. Et bon, j'ai vu que c'était des humains, quoi. Ils avaient une crête, ils étaient chauves de l'autre côté, une batte de baseball, ou soit, chacun s'amuse comme il peut. Hein. Mais c'était des humains qui étaient étonnés de ça, qu'on vienne discuter même avec eux, essayer de comprendre pourquoi ils étaient comme ils étaient. Et qui étaient désarmés, parce que d'un coup, on venait chercher chacun, qui es-tu? Pas qu'est-ce que c'est un skinhead? Ma maman m'a traîné, poussé des petits vieux à l'hôpital pour les emmener à la messe. Donc je devais aller le dimanche matin, pousser des petits vieux depuis leur chambre jusqu'à la chapelle. J'avais pas envie, les petits vieux ils puent, machin. Hein. J'avais pas envie, l'hôpital c'est moche, ça pue. Tu y vas. Ah mais en fait, chaque petit vieux, c'est pas un petit vieux. C'est un papy, une mamie, c'est Michel, et puis c'est André, et c'est pas n'importe qui en fait, c'est des vrais gens. Puis qui vont dans un élan à la messe alors qu'ils sont malades, et que moi je peux les aider à faire ça. Waouh, quelle chance! Ma maman, j'avais peur des clochards. Ils étaient sous leur truc, là, ils puent. Vous avez compris, hein, tout le monde pue au départ. Tous les monstres puent. Et puis, elle m'a dit, viens, tu vas aller servir des repas aux sans-abri. Et donc, elle m'a obligé, à partir de 12 ans ou quelque chose comme ça, à aller avec le SAMU social pour aller servir des repas aux sans-abri. Mais là, c'est très différent. Là. Et là, vous n'avez plus peur. Et il n'y a plus de peur. À partir du moment où vous allez à la rencontre du monstre, vous retrouvez qu'en fait, il y a des choses à faire. Enfin voilà. Et donc pour moi, c'est une des clés sur ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous fait peur, c'est précisément là où tu dois aller. Bien, ben merci. Non, moi j'avais juste envie de dire que j'avais trouvé votre partage très émerveillant. C'était un exercice délicat, mais vous l'avez fait avec énormément de délicatesse, énormément de sincérité, d'authenticité, d'humanité. Et finalement, ce que ça montre, c'est l'importance de parler de la vérité de l'expérience humaine. Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, a prêté serment sur le Mahabharata. Et dans le Mahabharata, il y a cette parole extraordinaire, il n'y a rien de plus grand dans l'univers qu'un être humain. Pourtant, Dieu sait si ce n'est pas l'impression qu'on a au jour le jour. Parce que la vie humaine, vous l'avez très bien dit, Lacan avait cette autre formule, il disait « qu'est-ce que c'est cafouilleux, une vie humaine ?» On bricole toujours, on cafouille, c'est toujours imparfait, on est pris au dépourvu, on fait de notre mieux, on se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Et moi qui ai travaillé pendant des années comme thérapeute, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était de voir combien, quand les gens tombaient le masque, chacun vivait une misère indicible. Et qu'au fond, comment on passe notre temps à donner bonne figure dans le monde extérieur, mais que dans l'intimité de nos vies, c'est compliqué une vie humaine. Et puis je pense qu'on devient thérapeute au début pour soulager l'autre de leur souffrance et comme dérivatif pour échapper à la sienne. Puis à un moment donné où on comprend qu'on n'a absolument rien à proposer à l'autre que de l'accueillir. Et que finalement, quand on arrive à se rencontrer dans cette réalité de notre impuissance et de notre souffrance, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que ça se soulage. Et que tout d'un coup, il y a plus grand que nous qui débarque dans nos vies. Et vraiment, je me permets d'insister, parce que c'est en plus une époque où je vivais des difficultés conjugales très, très fortes, et Dieu sait si ça me bouffait. Et donc, moi, j'étais censé faire bonne figure en sachant apporter des réponses à des gens qui venaient me voir pour dire à quel point qu'ils souffraient. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais la vie humaine est un désastre.
c'est un désastre pour tout un chacun. Et c'est vrai, désastre, ça veut dire descendu des astres, hein, n'ayant plus accès aux astres. Hein. Mais la beauté, c'est quand on arrive à se rejoindre dans cette réalité, tout d'un coup, il y a une autre dimension de la vie qui débarque. Et peut-être effectivement qu'il n'y a pas de plus grande aventure dans le cosmos que d'être humain. Donc merci de nous avoir, parce que je pense aussi que dans la transition entre les époques et les générations, c'est vrai que dans le passé, il y avait ces modèles familiaux très claniques qui au moins nous donnaient des tribus et des rôles modèles et des rites de passage, mais enfin qui étaient aussi limités pour toutes sortes de raisons. Et je vois qu'aujourd'hui, on est effectivement en train de créer de nouvelles tribus. Et dans ces collectifs, j'en vois un certain nombre qui sont dans un état de vitalité, vraiment c'est bienfaisant, d'autres qui ne le sont pas. Et la différence, c'est la possibilité pour chacun d'être tel qu'il est, dans l'état où il est, au moment où il est, et de ne pas être jugé, rejeté, ou avec une pression. Tu devrais être autrement que ce que tu es, et tu devrais vivre autre chose que ce que tu es en train de vivre. Et quand ça s'est posé au cœur du collectif, tout d'un coup, il y a vraiment cette dimension sacrée de l'existence qui apparaît. Donc voilà, je crois que vous nous avez vraiment donné un bon exemple de comment cette humanité à laquelle on tend passe par la récupération de cette réalité de l'expérience dans nos imperfections et notre vulnérabilité, et que quand on l'accepte et qu'on la partage avec autant de générosité et d'ouverture que vous l'avez fait, ça ne peut que générer du bon. Et puis dernière assonance que j'ai envie de partager, c'est que je crois vraiment qu'il faut faire confiance à la vie. Parce qu'on est en train de s'inquiéter pour toutes sortes de choses, comment on va faire, comment convaincre les jeunes que le réchauffement climatique ne mérite pas de ne pas avoir d'enfants. Mais vraiment, en Occident, on se bouffe le chou pour des conneries. La puissance de la vie est infiniment plus forte que ce que chacun d'entre nous peut imaginer. Et je crois que justement, on peut partager des idées, et Dieu sait si on le fait, mais c'est quand on témoigne d'une certaine qualité de relation au réel, que de toute manière, la vie prend soin d'elle-même, y compris à travers nous, et que, voilà, vraiment, il est important de garder ça, parce que tout ce qui a été construit de très délirant, et chacun d'entre nous, dans sa vie, je pense que vous pouvez vous identifier à ça, c'est arrivé qu'on se fasse une idée fausse sur une situation, et on a été convaincus. Et puis, on reste dedans jusqu'au moment où on se prend la baffe du réel, et là, on se réveille. Et donc, le réveil, il est en cours, et le réveil peut aller très vite. Il peut aller encore plus vite que la manière dont la dérive s'est portée. Donc, merci pour toutes les suggestions pratiques, j'y crois beaucoup, mais je crois que c'est surtout dans cette aptitude de rester dans le vrai de ce que nous vivons, et en ayant ce courage de le partager avec des gens avec lesquels on se sent suffisamment en confiance, que de toute manière, on ouvre la porte à la vie qui sait mieux que nous ce qu'il convient de faire et dans quelle direction il convient d'aller. Donc, un immense merci.